Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Twitch de Supreme Legacy. Supreme Legacy, pour mettre un petit peu dans le contexte, on est un collectif hip-hop qui regroupe des danseurs, des rappeurs, des graffeurs, bref, plein de choses autour de la culture hip-hop. On a créé cette chaîne dans le but de faire 2 émissions par mois. La première c'est celle-là, vous êtes dans Tea Time, une émission où on parle culture tout en buvant du thé. Et c'est toujours moi, TIT Frix, qui va animer cette émission, et je suis accompagné de mon acolyte, Dachi Craze. Ça va ou quoi mon gars ? Bah ça va, écoute, impatient de commencer cette première émission. Yes, on est tous impatients de toute façon. Et donc le sujet du jour, c'est vivre de son art. Les difficultés qu'on peut rencontrer, comment on arrive à vivre de sa passion décemment. Et pour ça, on a 2 invités de luxe. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est en famille. On reçoit d'abord Maxime Coirato, qui est un photographe qui fait de la photo depuis plus de 10 ans maintenant. Bref, il expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Max, ça va ou quoi ? Ça va, c'est cool. Très honoré d'être avec vous pour la première, et puis on va passer un bon moment. Mais ça fait plaisir de te recevoir en tout cas. Toujours. Et le deuxième invité qu'on reçoit, c'est H.E.O, rappeur de Clermont-Ferrand depuis pareil un petit peu plus de 10 ans, qui a fait partie de pas mal de groupes et de collectifs, qui a sorti pas mal de projets, et qui sera bientôt streamer sur Twitch, puisque c'est lui qui animera la 2e émission de cette chaîne. Ça va ? Impeccable, ouais. Impeccable. Impatient de commencer aussi. Yes, bah, tout le monde est impatient et ça c'est beau. Avant de rentrer directement dans le sujet, on va discuter tranquillement. Vous avez déjà bossé un petit peu ensemble sur des projets tous les deux ou Non, on a bossé avec des gens en commun, dont Mathieu Ribeiro et Nico Speck qui bossent avec vous et avec nous souvent, mais on n'a jamais bossé en commun. On s'est croisés sur des concerts et tout ce qui va bien dans le milieu hip-hop, mais en commun, jamais encore. Jamais encore, ouais. Ok. Et ça ne saurait tarder. Ah bah vas-y, on attend la collab un jour. C'est ça. On attend la collab. Et du coup, on vous a invités tous les deux pour parler de ce sujet parce que, comme on l'a dit, donc toi t'es photographe, toi t'es rappeur, vous êtes dans 2 domaines différents, mais ça fait déjà plusieurs années que vous vivez ou que vous essayez de vivre. On va en discuter de votre passion. Du coup, si vous pouviez nous dire, si vous arrivez à en vivre, depuis combien de temps vous faites ça exactement ? D'être à temps plein là-dedans. Je te laisse commencer. D'être à temps plein là-dedans, moi ça fait depuis 2018 je crois. Ok. Mais à temps plein, ça veut pas forcément dire que je gagne ma vie tout le temps, parce que des fois le RSA prend le relais aussi. En tout cas, depuis 2018, je fais ça à temps plein et j'essaye de faire en sorte que ça devienne viable le plus vite possible, quoi. Ok. Donc voilà, 3 ans, on va dire à peu près, quoi. Ouais, en gros c'est ça. Ok. Ouais. Et avant, du coup, tu faisais quoi ? T'avais des petits boulots à côté ou... Ouais, j'ai fait plein de petits tafs. J'ai fini mes études en 2013, je crois, un truc comme ça. Ok. Et après, j'ai fait un service civique. Et après j'ai fait des petits tafs par-ci par-là, j'ai travaillé dans une pizzeria, j'ai travaillé en tant que pion dans un lycée. Ok. Tu vois les bails, tu vois. Et... Donc pas mal de choses quoi. Ouais, mais tout ça en fait c'était pour financer ma musique au final. Ouais, donc t'étais toujours sur des emplois, on va dire pas des trucs à temps plein, c'était des petits trucs qui te laissaient du temps pour bosser. Exactement, quand même. c'est ça. Ok. Et toi Max du coup ? Eh ben moi ça fait plus de 15 ans que je fais de la photo. Okay. Aujourd'hui je fais un peu plus de vidéos que photo, mais la photo reste principale. Et je suis autodidacte, j'ai toujours appris, je suis cuisinier de métier. Donc c'était vraiment un taf à côté, c'était une passion à côté de mon taf et... Plus le temps passe, et là ça fait 3 ans que j'ai tout arrêté pour vraiment me mettre à 100% dans la photo et la vidéo, événementiel, beaucoup de mariages, c'est surtout ça mon fond de commerce. Et puis voilà, on essaie de s'en sortir, c'est un peu le mot tout le temps. Vivre à 100%, pas encore, sachant qu'on a une année de Covid au milieu. Oui, c'est clair que le Covid n'a pas aidé pour les gens dans notre cas, c'est clair. Ça a fait une grosse coupure financière, donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai repris un taf classique pour l'hiver, et ça m'a permis d'être un peu plus serein pour cette année, et j'espère l'année prochaine être à 100% réellement là-dessus, et faire mon taf tous les jours. Et l'avantage, c'est que quand on bosse pour son art, le matin, on se lève trop bien. Peu importe les heures qu'on fait, on est toujours trop bien, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que souvent, on n'a pas vraiment l'impression de bosser. Enfin, moi, du coup, c'est l'impression que j'ai. Moi, ça fait depuis 2016, du coup, que je fais ça à temps plein, même si j'étais dans ton cas, que les premières années, je gagnais pas réellement ma vie, je survivais plus qu'autre chose. Mais par contre, voilà, je trouve qu'on a cet avantage-là de dire qu'on n'y va jamais à reculons, quoi. C'est vraiment... je pense que c'est le plus gros avantage qu'on a dans nos métiers, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que clairement, c'est un truc à la base que j'ai fait sans vouloir que ce soit un métier. Ouais. Donc que je faisais gratuitement, tu vois. Donc si en plus c'est un métier, c'est que du bonus. Mais je pense que la plupart des gens dans notre cas démarrent un peu comme ça, tu vois. Tu démarres sur un truc pour le kiff, comme tu dis, tu vois, gratuit à côté de ton activité, quoi.
Et c'est quand les choses se professionnalisent petit à petit, en fait, qu'après tu peux prendre la décision de te lancer à temps plein, quoi. Ouais, c'est surtout quand ça devient régulier, en fait. Quand ta passion, ton activité annexe devient régulière, tu prends conscience des choses et du coup, tu viens de plus en plus à te dire, bon bah, tiens, ça marche, j'ai du réseau, il y a du monde, et peut-être que si je me prends en main, si je fais les choses, je peux amener à en vivre à 100% ou au moins au maximum, quoi. Ok, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Et toi, Dachi, du coup, pour expliquer un petit peu ce que tu fais aussi, même si toi, t'es pas dedans à temps plein. C'est ça, bah moi en fait j'ai un CDI à côté, donc je bosse dans l'informatique, donc un job qui a rien à voir. Et je suis aussi auto-entrepreneur, pareil dans tout ce qui est site web, des choses comme ça. Carrément. Puis la musique, c'est plus un passe-temps pour moi du coup. Ouais. C'est si j'ai l'occasion d'en vivre un jour, bah je dirais pas non. Ouais, bien sûr, je pense que Mais, tout le monde est dans ce cas. Pour l'instant, je préfère rester dans ce que je suis, tu vois, un CDI, un peu de bonus avec l'auto-entreprise. Comme ça, il y a une certaine sécurité. Puis plus tard, si j'ai l'occasion, on verra, tu vois. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, tu vois, c'est le côté sécurité, en fait, où au moins t'es safe, tu sais que t'as de l'argent qui tombe en fin de mois. C'est ça, tu vois, moi, quand tu as un crédit ou des trucs comme ça, au moins, t'es tranquille, tu vois. Ouais, c'est clair. Le cap du 100% est dur à prendre. Le cap du 100%, quand tu as un crédit, quand tu vis un peu, que tu essaies de te mettre à 100%, quand tu dois avoir la concurrence autour de toi, etc. Le jour où tu dis, je suis à 100%, je gagne assez de ma passion qui devient mon vrai métier à 100%, ce jour-là, il est décisif et il est bénéfique pour ta vie et pour la suite. Ouais, non, mais c'est clair. Ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est jamais sûr pour la suite, tu vois. C'est que ça. Si un jour tu te dis, je suis à 100%, autant un an après, tu vois, bah là, il y a eu le Covid par exemple, tu vois, où ça a été quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui fait que ça remet tout en question, tu vois. Totalement. Et c'est un petit peu ça, moi je trouve, c'est que ça remet en question, c'est une remise en question un peu perpétuelle, tu vois. Parce qu'il n'y a rien de sûr, c'est toujours un petit peu flou, l'avenir. Ouais, soi, c'est ça. vois. Mais c'est ce qu'on dit sur la côté de la sécurité, dans le sens où clairement. même si tu gagnes aujourd'hui 4000 ou 5000 euros par mois avec ce que tu fais, tu vois, t'es pas sûr que dans 2 ans ça soit toujours le cas et que ça soit toujours viable en fait pour être à temps plein là-dedans, quoi. Pour ta sécurité. Toujours le même mot. Ouais, c'est ça. C'est dur, mais C'est c'est le fil conducteur de tout ça, je pense. Et du coup, donc toi, tu as parlé que tu faisais les mariages principalement aujourd'hui. Il y a un truc qui est important de préciser, je pense, souvent quand on dit qu'on vit de notre passion. Pour les gens qui sont pas dans le milieu de l'artistique, direct, ils associent ça à... alors moi, je suis rappeur, par exemple. Si je dis que je vis de ma passion, les gens pensent directement que je fais que rapper. Et que je suis juste rappeur et que je vis entièrement du rap. Et alors qu'il y a une notion à bien capter, c'est qu'on vit de notre passion, mais parce qu'on fait plein de choses qui entourent notre passion. Par exemple, moi, je fais le studio. Je fais les ateliers d'écriture, je présente des events, j'organise des events avec Suprême. Il y a aussi la partie que je gagne avec ma musique, et puis plein d'autres petites choses qui viennent de manière plus aléatoire et plus éphémère. Et en fait, c'est cette globalité qui fait que c'est viable. Et donc toi, je suppose que c'est pareil, et toi un petit peu aussi. Ouais, complètement. Parce que toi, du coup, tu fais quoi comme activité en dehors du rap ? Moi, c'est quasiment comme toi. Au final, tu vois, on a un peu les mêmes activités. Moi, je fais du coup ma musique. C'est quand même le truc principal en tout cas, que j'ai envie que ça devienne le principal. Bien sûr. À côté, j'ai un studio où j'enregistre des gens. Je fais des ateliers d'écriture. Je peux animer des événements aussi. J'organise des soirées. Voilà, tu vois, essayer tout qui gravite un petit peu autour de la musique, tu vois, mais pour essayer que ça devienne viable, quoi. Ouais, comme si on avait en sorte plusieurs petits tafs, en fait, tu vois, et qu'on cumulait les emplois. Mais qui se relient tous. Oui, c'est ça, c'est tout autour de notre passion. Parce que toi, du coup, donc t'as les mariages principalement. Mais après, voilà, faut multiplier. J'ai plein d'activités, j'ai de la formation, j'ai de la séance photo classique, j'ai du corporate, donc les entreprises, de la vidéo immobilière, plein de petites choses, au final, qui font le fameux plus pour arriver à notre petit dose de survie pour pouvoir faire le chiffre qu'il faut tous les mois, etc. C'est se multiplier en gardant son activité, parce qu'aujourd'hui il faut être multitâche, faut pas s'en cacher, il faut savoir faire plein de choses. C'est fini l'époque où les gens avaient un seul contrat, qui vivaient que sur ça. Ça se fait encore dans les grandes villes, c'est sûr et certain, mais après quand t'es vraiment à ton compte et que tu débutes par toi-même, il faut tout savoir faire et le faire bien, parce que les gens, ça va très vite. Et l'avantage, c'est que quand tu multiplies, tu arrives à faire ta zone de sécurité qui te permet de vivre à fond, quoi. Et donc, du coup, H.E.O. disait que pour lui, l'objectif, c'était de faire à 100% le côté musique, rappeur, comme les gens l'entendent. Et, pour nous, c'est un peu pareil. Toi, en tant que photographe, du coup, ça serait quoi, genre, si tu t'arrivais un jour à avoir une seule de tes activités qui est rentable, celle qui te plairait le plus, genre le truc que t'aimerais le plus faire, par exemple, si tu devais faire qu'un seul truc. Qu'un seul truc, aujourd'hui, je dirais la vidéo de mariage. Ok. Parce que c'est vraiment mon live moting de tous les jours.
Là, on est en pleine période en ce moment en plus, donc c'est vraiment le truc important. Mais après, quand tu aimes ton taf, justement, la multiplication des types de contrats, etc., te permet de te renouveler tous les jours, en fait. Parce que tu vois beaucoup de choses. Faire toujours les jours la même chose, au bout d'un moment, tu te lasses, et le travail, tu perds en qualité, tu perds en dynamique, tu perds en envie. Que si tu multiplies, je vais dire des bêtises, mais une fois sur deux, etc., plein de choses, ça va beaucoup mieux, quoi, dans ta tête. Puis tu te forces à toujours aller plus loin, mieux, parce que tu as de la variance dans ton type de travail. Ok. Vraiment. T'as dit un truc qui est intéressant aussi, c'est le côté routinier. Ouais. Tu vois, souvent, quand tu discutes avec des gens qui sont dans des travails plus lambda, entre guillemets, on va dire, souvent le truc qui ressort beaucoup comme négatif, c'est le côté routine, tu vois, où tu te lèves tout le jour pour aller au même endroit, faire plus ou moins le même taf toute la journée. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance, faut le dire, tu vois, dans le métier, même si, on a plein d'inconvénients à côté dans ce qu'on fait, on a ce côté où la routine, c'est un truc qui n'existe pas pour nous, tu vois, parce que toutes les journées vont être différentes, même si tu vas enchaîner, par exemple nous, si on va faire une semaine de studio, tu vois, juste déjà d'un client à l'autre, c'est tellement des ambiances différentes, tu vois, parce que regarde, nous on peut avoir, tu vois, une petite nénette qui vient faire une cover de Ed Sheeran, un truc comme ça, et le lendemain te retrouver avec 4 mecs de quartier qui viennent faire un gros morceau de drill, tu vois, et tu fais la même activité, mais tu te retrouves dans 2 ambiances qui sont totalement différentes, tu vois, et moi je pense que c'est ça qui m'a le plus plu dans cette direction de me dire vas-y, je vais faire ça à temps plein. C'est le côté où t'es dans des ambiances qui sont différentes tout le temps, et aussi le côté où tu fais des rencontres tellement diverses et variées par rapport à tes activités, tu vois. Ça, carrément. Vas-y, je te coupe juste, je vois qu'on est 27 sur le live. Ok. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Je lis le chat, donc si vous avez des questions pour nos invités, allez-y. Yes, ça, et bombarder les questions. Là. C'est ça. 27, et on est pas mal pour un premier live, ça fait plaisir. On les a atteints. 27, on les a atteints. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on avait fait des paris. Donc toi, t'avais parié sur 25 ? C'est ça. Ok. Donc pour l'instant, je crois que moi j'avais dit 29. T'as dit 29, ouais. Ok. Moi j'ai dit 37. Ok. Ouais, moi j'y croyais, j'ai dit 50, hein, donc il va falloir ramener vos potes. Hein. Faut vous énerver là. C'est que le début, ça. Ouais, c'est clair, on est là pour passer la soirée, donc tranquille, ça commence doucement. Du coup, on a abordé le côté de la routine, tout ça, et quand on a parlé de la vision des gens qui peuvent avoir sur nos métiers, il y a un autre préjugé, je trouve, qui est vachement en place, et que moi, personnellement, j'avais quand j'étais plus jeune, c'est le côté où, pour moi, il fallait forcément être une star pour vivre de son art. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression. Ouais. Alors toi, peut-être que dans la photo, c'est plus compliqué C'est encore différent. à appliquer, mais moi, j'avais vraiment cette impression quand j'étais plus jeune, dans le sens où si j'étais pas une star, je vivrais jamais de la musique. Après, en soi, vivre de la musique uniquement, et pas des activités annexes dont on a parlé, il faut quand même pas être une star, mais il faut quand même avoir une grosse base de followers qui te suit et qui achètent et qui consomment ta musique, tu vois, parce que il faut quand même faire énormément. Si tu comptes par exemple que sur les streams et les ventes d'albums, il faut vendre énormément et être énormément écouté pour pouvoir générer des revenus viables, tu vois. Et tu penses qu'il n'y a pas des gars qui y arrivent sans être forcés? Je prends l'exemple de A2H par exemple, qui est un rappeur que j'aime bien, que je suis pas mal. C'est pas un mec que je qualifierais de star pour moi, parce que il est connu, tu vois, mais c'est pas non plus. Pour moi, c'est pas une star, tu vois. Mais je suis pas sûr que par sa musique pure. C'est la question que j'allais te poser, tu vois. Que ça soit viable, je suis pas sûr. Non. Ok. Je pense pas. Après, si on compte les concerts, ça c'est autre chose, tu vois, pour moi. Les concerts, c'est autre chose, tu vois. Et si tu inclus les concerts là-dedans. Ah ouais, toi tu différencies les concerts du côté. Pour moi, si je suis rappeur et que je dis je vis à temps plein du rap, je compte, comme tu dis, les streams, les ventes d'albums, mais je compte aussi les concerts, puisque c'est la promotion de ma musique, tu vois. Donc pour moi, c'est la continuité, tu vois. Avec les concerts, je pense que de toute façon, aujourd'hui, les streams, c'est pas. Sauf pour les gros rappeurs, mais sinon, les concerts, c'est ce qui rapporte. Énormément, beaucoup plus que le reste, quoi. Oui, je pense que ça c'est pareil, c'est encore un préjugé, les gens se rendent pas compte, mais en vrai, comme tu dis, le stream et les ventes d'albums, j'avais vu un truc qui disait que genre Booba, ça représentait même pas 4 ou 5% de l'argent qu'il gagne si tu cumules tous les business qu'il a en place. Mais après c'est Booba, après, tu vois. Booba, mais c'est quand même un chiffre qui est insignifiant, 4 ou 5%, tu vois. Pourtant, ça reste un gros vendeur, même si c'est plus le numéro 1 depuis des années, tu vois. Tu prends les exemples un peu plus vieillissants. Cynic, qui était une gloire pendant des années, aujourd'hui il a un salon de tatouage qui a pu se payer une petite maison, tu vois. Alors que c'est des mecs qui avaient une carrière, qui ont fait les plus grosses salles de France, qui ont fait les radios pendant des mois et des mois et des mois, et au final
tu vois que l'industrie a changé à ce niveau-là aussi. Les anciens, ils ont fait de la vente, etc., mais ils n'ont pas forcément touché l'argent qu'il fallait, quoi. Ouais. Il y a eu ça, et aujourd'hui, ils le payent un peu, tu vois. La nouvelle génération, via les streams, via la consommation, qui a totalement changé. Hein. Le CD, c'est fini. Ah bah oui, les mecs n'achètent plus, c'est du stream, c'est du digital. On est tous pareils à ce niveau-là. Donc je pense que ça aussi, ça a beaucoup influé sur les revenus, en sachant les chiffres pour les streams qui sont ridicules sur les rémunérations. Oui, bien sûr. Mais ça influe beaucoup. Et puis, l'expansion des showcases, des concerts, etc. Comme dit H.O., je pense que c'est vraiment là où l'argent se fait. Bah oui, très clairement. Où les mecs réussissent grâce à ça, quoi. C'est le nerf de la guerre, je pense, pour un rappeur et même pour un artiste musical, peu importe le domaine. De toute façon, c'est quand tu vois les cachets qu'ils peuvent prendre pour des showcases, genre ce qu'on appelait il y a quelques années quand c'était la grande mode, les rappeurs à chicha, là, tu sais, qui faisaient la tournée de toutes les chichas de France. Maintenant, ils font tout ça. Hein. Ouais, mais tu vois, il y a une époque où tu sais, on se moquait un peu d'eux, tu vois, c'était on disait ouais, les rappeurs à chicha. Maintenant, comme tu dis, maintenant tout le monde fait ça, et quand tu vois les cachets qu'ils prenaient, là, pour certains, c'est très clairement là où ils font leur beurre, en fait, tu vois. Ouais. D'ailleurs, il y en a plein qui font uniquement des showcases, qui font pas de concerts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve ça dommage, tu vois, que le format concert soit pas exploité par un artiste, tu vois. Les showcases, c'est cool, je trouve, mais je sais pas comment tu... C'est le business, hein, je pense. Ouais. Je pense que tu le vois comme un consommateur de musique. Pareil, en tant que fan, quand tu vas voir un mec, c'est mieux de le voir en concert, dans une bonne salle, avec une bonne sonorisation. Mais là, le business passe au-dessus, et je pense que tout ce qui est showcase rapporte beaucoup plus. Quoi. Ah bah oui, lui il vient, il est là 15 minutes, il se fait rincer, il prend son cachet, bim. Tu vois. Ouais, mais je pense que moi, si je prenais des gros billets pour faire des showcases, je continuerais quand même de faire des concerts pour le kiff, tu vois, je sais pas. Je pense que tout le monde n'est pas aussi dans le même cas, tu vois, et pas tout le monde pense pas pareil et a la même mentalité, tu vois. Il y en a quand même beaucoup qui sont là pour le bif avant tout, tu vois. Oui, déjà, je pense que ça, c'est un truc qui a changé aussi, même si on s'écarte un peu du sujet, mais on peut parler de ça. C'est un truc qui a changé quand tu parlais des anciens, tu vois. J'ai l'impression que à l'époque, tous les mecs qui étaient dans le game, ou du moins, on va dire 90%, c'était des mecs qui étaient passionnés, tu vois. Et qu'aujourd'hui, t'as beaucoup plus de gens qui sont dans l'industrie pour l'oseille. Plus que par l'amour de leur art en fait directement. Je pense à Kobalade qui avait dit ça cash dans une interview, tu vois, et en soi je le blâme pas, tu vois, parce que il fait son bise et il a totalement raison, tu vois, mais c'est un mec qui le dit cash, tu vois, que lui il est là pour faire de l'oseille et pas autre chose, tu vois, et que c'est pas le kiff qui l'anime en fait, tu vois. Donc, tiens, regarde, j'ai une question du chat. Ok. Donc c'est Rome Photographeur qui demande: avez-vous fait de belles rencontres dans votre passion? Ouais, vas-y, je vais commencer. Ouais, carrément, dont Romain, du coup, je connais très bien la personne. Et l'avantage, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde, des professionnels, comme les clients, comme toutes les autres corps de métier qui sont autour de nous, en fait. Et c'est la passion qui amène, en fait, des rencontres et la vie, et c'est... Franchement, juste grâce à ça, ça fait une partie du boulot, même sur des moments très durs, sur des périodes où t'as du taf, où t'es pas bien, t'as ce réseau, t'as ce cercle qui se fait autour de toi, et qui est ultra important, parce que tu sais que ces gens-là seront là pour te soutenir, pour te dire quand il y a un truc qui va pas, à contrario de certaines personnes. Donc, le métier amène des rencontres positives comme négatives, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours en tirer le positif. Et ouais, ce métier fait que il y a des bonnes choses quand même et des belles rencontres. Ouais, clairement, c'est sûr. C'est sûr, parce que comme tu le disais, chaque journée est différente, on est amené à rencontrer plein de gens dans plein de milieux différents, mais qui sont tous rattachés quand même à la passion qu'on a. Ça. Donc des rencontres tous les jours, c'est un grand mot, mais il y a très régulièrement des nouvelles rencontres. Après, forcément, voilà, comme tout, il y a des bonnes, des mauvaises. À toi de faire le tri, quoi, mais... En tout cas, moi, c'est ce que je kiffe aussi là-dedans, quoi, que ce soit toujours diversifié, rencontrer des nouvelles personnes. Ouais. Et c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Tu vas dans le même sens que ces personnes, parce que si tu les rencontres, c'est que t'as un truc avec eux quand même. Ouais. C'est que t'as une passion, c'est que t'as un truc en commun. Il y a un fil conducteur au milieu de tous ces gens, et quand tu les rencontres, tu sais pourquoi tu les rencontres un petit peu quand même. Donc ça permet aussi d'avoir des accroches avec ces gens-là, et du coup de profiter et de dire d'apprécier la rencontre. Et je pense que quelque part, tu vois, si tu peux avoir des affinités avec les gens que tu rencontres dans ton métier, c'est parce qu'ils comprennent aussi ce que tu fais. Chose qui n'est pas le cas de, comme je disais, des gens qui ont un travail lambda, tu vois, enfin, moi, je dénigre pas ça, tu vois, chacun fait sa life, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand même, des fois, il y a des petits préjugés, tu vois, sur peu importe. Alors moi, je suis rappeur, donc quand je dis aux gens que je suis rappeur, forcément, tu vois, il y a des préjugés. Mais je pense que, tu vois, les gens ont quand même cette vision de dire...
c'est un saltimbanque un peu, tu vois, genre, tu sais, tu vois, j'exagère le truc, mais tu vois... C'est le marginal, quoi. Ouais, voilà, il est dans l'artistique, il vit de... Tu vois, souvent les gens sont en mode, ouais, il vit grâce à nos impôts et tout, machin, alors que non, tu vois, on trie plus... Et ça, je trouve que c'est quelque chose que les gens qui partagent des métiers similaires aux nôtres comprennent mieux que le commun des mortels, entre guillemets. Et, c'est bête à dire, mais t'as un vocabulaire, t'as des choses, là c'est un peu plus technique, mais t'as un lexique spécifique à ton taf. Que ce soit dans la photo, la vidéo, t'as des choses qui sont vraiment marquées et du coup tu te comprends avec les gens parce que tu sais de quoi tu parles tout de suite. Ouais. Donc c'est vraiment un truc qui est, moi je pense, vraiment important et qui amène justement les bonnes rencontres. Et quand tu fais partie du même cercle, du même milieu, du même métier, ça te permet d'avoir des échanges beaucoup plus forts. Et puis même l'échange d'expérience, de vie, parce qu'on a tous vécu des choses différentes dans plein de rencontres, etc. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est bien quand tu peux avoir des bons feelings avec les gens qui partagent la même passion, la même vision que toi, quoi. Ouais, mais je te rejoins vraiment là-dessus. Moi, je pense que, tu vois, la plupart des gens que je fréquente aujourd'hui, enfin, c'est pas je pense, c'est même une certitude, tu vois, la plupart des gens que je fréquente aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés via mes activités, tu vois, peu importe le contexte, peu importe la période, mais c'est vrai que j'ai toujours des potes d'enfance, tu vois, mais c'est pas des gens que je fréquente tous les jours, comme je peux fréquenter les gens que j'ai rencontrés dans ce milieu, tu vois, tu vois, par exemple, Dachi, on a monté ce projet de la chaîne Twitch ensemble. Ça fait 10 ans maintenant qu'on roule ensemble, mais on s'est rencontrés par la musique, tu vois. Et alors aujourd'hui, c'est une amitié qui va au-delà du simple fait d'être collègue, entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'on est quand même amené à plus se tourner vers les gens qui sont dans des vibes similaires aux nôtres. C'est ça. Là aussi, parce que... C'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que souvent, être indépendant, vivre de son art, tu vois, c'est pas forcément très bien vu socialement. Il y a beaucoup de gens, si tu leur dis, genre quand t'as 17 ans, tu vas voir la conseillère d'orientation, tu lui dis, moi je veux être chanteur, ou je veux être artiste, je veux être danseur. Il va te dire, non mais sérieusement, tu veux faire quoi en vrai, tu vois, c'est quoi ton vrai métier? Ça, je l'ai vécu. Premier rendez-vous pour l'emploi, post-apprentissage cuisine. Je lui ai dit, je veux faire de la photo à 100%, je veux que ce soit mon métier. Et on m'a répondu, mais monsieur, la photo, c'est pas un métier. Trouvez un vrai truc. Faites quelque chose de votre vie. Et du coup, ces gens-là, ça reste là. Et tu dis, dans quelques années, quand tu iras mieux, quand tu vivras vraiment de ça à 100%, tu seras content. Et t'as hâte de les recroiser pour leur dire, du coup, je fais un vrai métier, ça y est. Ouais, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu parles de Pôle emploi, j'ai l'impression que pour le coup, Pôle emploi, c'est vraiment les plus largués par rapport à ça, quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression que tous les métiers qui ont 15 ans d'existence, tu vois, genre community manager par exemple, tu vois. Ils connaissent pas. C'est pas vraiment dans l'artistique, mais tu leur dis ouais, je veux être community manager, ils vont dire, ils commencent à paniquer, tu vois. C'est pas dans nos registres, je suis désolé, tu vois. Enfin, tu sais, ils sont largués, je pense un peu, tu vois. Ouais. Mais ce que tu dis, le côté préjugé, ça, enfin, moi j'ai grossi le trait en disant qu'on nous prenait pour des saltimbanques. Ouais, mais c'est l'idée, c'est ça en soi. Hein. C'est ça, tu vois. C'est là, c'est un peu ça. Hein. On est un peu les parias, comme tu disais tout à l'heure. Ah, de toute façon, vous vivez avec nos impôts, votre chômage, c'est nous qui. On vous paye. Moi, cette phrase, j'ai entendu des dizaines de fois. Ouais. C'est grâce à nous que tu peux faire ce que tu veux. Ok. Mais tous les matins, tous les soirs, t'es en stress, tu réfléchis à comment te développer, comment faire. Toi, sur tes projets, comment créer les choses, etc. C'est impressionnant, quoi. Même pour se développer, tu vois, sur des projets plus personnels, tu vois, genre juste être locataire d'un appart, tu vois. Si t'es auto-entrepreneur, c'est compliqué, tu vois. Ou faire un crédit à la banque, même un petit crédit pour... Enfin, il n'y a pas de petit crédit, mais un crédit auto à 10 000 euros, tu vois, en tant qu'auto-entrepreneur, forcément, il grince plus les dents que si t'es en CDI, tu vois. Alors que pourtant, tu peux gagner beaucoup plus. Et ouais, mais c'est pas stable. Enfin, pour eux... Ils se disent, tu vois, peut-être dans 2 ans, ils gagnent 0. Donc, il faut le mot CDI. Ouais. C'est ouf, hein, comment ça débloque tout. C'est tout. Il faut le mot CDI pour avoir une porte ouverte, pour avoir un peu de crédibilité vers eux, alors que, comme tu dis, ça se trouve, en CDI à 1500 euros, à 1200 euros, alors toi, en auto-entreprise, tu peux largement faire plus, mais eux, ils voient pas la sécurité, ils ont la crainte du on sait pas demain. Voilà, moi, on me l'a déjà dit, hein, ma banque me l'a déjà dit, mais monsieur, on sait pas dans 1 mois, 2 mois, où est-ce que vous serez. Ouais. Donc, voilà. C'est un peu la complexité du truc. Tu parles de CDI, alors nous, c'est plus compliqué en tant que rappeur, mais toi, par exemple, si on te proposait un CDI dans la photo, dans un domaine qui te plaît, hein, mettons qu'on mette tous les trucs parfaits, tu vois, genre CDI, est-ce que ça te brancherait de signer un CDI ou tu préférerais garder ton statut d'indépendant ? J'ai eu l'occasion il y a pas longtemps. Ok. Et le problème, c'est que je me suis senti un peu, en fait, on me proposait une place qui était cool, un peu loin de chez moi, mais il fallait le faire. Et au final, je suis arrivé, j'ai passé l'entretien avec une très bonne personne, c'était très cool.
Et au final, fallait vendre un peu mon âme au diable en fait. Parce que mon identité disparaissait, on va dire mon côté artiste disparaissait, et j'entrais dans une entité qui était l'entreprise. Et malgré la sécurité financière, malgré tout ça, quand je me suis assis et que j'ai posé le pour et le contre, c'était impossible pour moi. Okay. Parce qu'au final, je disparaissais, je rentrais dans une identité et je pouvais pas. Parce que les gens auraient reconnu mon travail, mais j'appartenais à quelqu'un d'autre. Et ce côté-là, pour moi, était plus possible. C'était pas le combat que j'avais mené pour être en auto-entreprise. Parce que je dirais, être à mon compte, c'était plus possible. Donc, j'ai pas donné suite, même si le poste était cool, mais je pouvais pas. Je préférais galérer, ne devoir rien aux autres, et voilà quoi. Ok. Il y a 2 questions dans le chat. Je vois, donc il y a une personne qui demande: avez-vous déjà pensé à faire un petit passage à la mi-temps du Clermont Foot pour avoir plus de visibilité au niveau régional? Ah bah bien sûr, hein. Let's go. S'il nous demande... C'est quand vous avez posé la question à la bonne personne. Non, en vrai, moi je suis souvent au match du Clermont Foot en plus dans la tribune, donc non, en vrai on est méga chaud. De toute façon, tous les concerts, on est à fond chaud. Moi je suis hyper chaud de faire un max de concerts dans un max de salles et dans un max de lieux. Donc en plus à la mi-temps du Clermont Foot, avec ce que fait le Clermont Foot cette année, moi je suis à fond, donc je suis hyper chaud. Après je pense que ça doit être très demandé aussi. Oui, sûrement, effectivement. Sans doute, mais avec plaisir. En tout cas, si ils nous regardent, je sais pas quelle caméra faut que je regarde, mais s'il y a les gars du Clermont Foot qui regardent, n'hésitez pas. HEO. Mais je pense que c'est faisable en soi, parce que j'ai vu qu'il y avait Méthodique, qui est un groupe de rap clermontois qui est là depuis un certain temps, puisque quand moi j'ai commencé, ils étaient déjà là. J'ai vu que Méthodique avait fait un morceau, une sorte d'hymne. Ouais, une hymne au Clermont Foot, tu vois. Sauf que ça, c'est pas quelque chose qui a été validé par le Clermont Foot, hein, c'est eux qui ont décidé de le faire. D'accord. C'est-à-dire, j'aurais pu faire un hymne aussi et le proposer en gros, tu vois. Ok, c'est la question que je me posais, si c'était un truc qui avait été adoubé entre guillemets par le Clermont Foot ou pas en fait. Non. Okay. Après, peut-être qu'il l'ait fait et qu'il l'ait sorti, tu vois, ça a été validé par certaines personnes, mais en tout cas, avant, ça. Ok. Ça n'a pas été demandé par qui que ce soit. En fait, je me demandais si ça avait été genre entre guillemets une commande. C'est un projet perso que eux ont fait quoi. Ok. Et tu disais, il y avait. Et du coup, il y a une autre question de Pabrick Truel, très beau pseudo. Ok. Actuellement, les gains générés par votre art représentent combien en pourcent de vos gains totaux? Êtes-vous proche de votre objectif des 100%? Ah putain. Ça c'est intéressant. Ça c'est bonne question. Hein. Ouais. Alors, attends, t'as dit de. En gros, le pourcentage de l'art. Voilà. Ok. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Moi, aujourd'hui, je dirais, je suis peut-être à 60%, on va dire, ouais. Parce que je vise un peu haut pour vraiment être bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur les périodes où on a des contrats, où on a des choses qui se passent bien, ouais, je pense que je suis à 60% de ce que je voudrais faire. Ok. Ouais. Alors, pour moi, il y a une nuance entre ce que t'as dit et la question. Parce que moi, si tu me demandes le pourcentage où je vis vraiment de la musique, je vais te dire 10%. Et tu parles de la musique, pas les activités. De ta musique en fait. Ma musique, je vais dire 10%. Par contre, si tu me demandes ce que j'aime faire, je vais répondre aussi comme toi, à peu près 60%, tu vois. Parce qu'il y a des choses, tu vois, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Orga d'Event avec Suprême, tu vois, c'est un truc que je kiffe, tu vois. C'est un truc que je faisais pas avant de rentrer dans Suprême, que j'ai appris à faire, et c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois. Autant que de faire de la musique, tu vois, ou comme ce qu'on est en train de faire. Bon là, pour le coup, on n'est pas payé, c'est totalement bénévole, mais tu vois, la chaîne Twitch, c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois, et c'est un truc où je prends du plaisir. Et du coup, si tu comptes, voilà, les trucs où je prends plaisir, je vais dire 60% aussi, mais si tu comptes vraiment juste la partie musique, je vais dire 10% pour dire un truc. Mais là, on était sur la question, sur l'aspect financier, justement. Sur les 100%, vous êtes à combien actuellement, vous générez combien pour arriver au stade où vous êtes bien? Ah oui, ok. En fait, sa question peut être prise sous plein d'angles. Moi, je l'ai lu comme ça. Ok. Mais c'est vrai, ouais. Et ben, du coup, je dirais aussi 60%. Ouais. Si je prends la manière dont toi tu le vois, tu vois. En gros, ce que tu vois, toi, c'est genre la globalité de ce que tu as imaginé comme. Du chiffre que je voudrais avoir. Ok. Parce que moi, là, je vise l'intermittence que je devrais avoir prochainement, je l'espère. Inch'Allah, on te le souhaite. Ouais. Mais là, pour l'instant, depuis le Covid et tout, je suis un peu au RSA, quoi. Clairement. Donc, en soi, tu vois, je travaille pour développer le truc. Il n'y a pas eu de concert pendant 1 an et demi. Moi, c'est 90% de mes revenus, les concerts, en soi. Ouais, forcément. Donc, ça a été compliqué, quoi, cette année. Ouais, ça a été compliqué. Mais du coup, là... J'espère, moi, avec l'intermittence, déjà, pouvoir te stabiliser. Pouvoir me stabiliser et vivre uniquement de la musique, c'est déjà pour moi un premier objectif, tu vois.
Même si c'est qu'un SMIC. Ouais, mais ce qui ne t'empêche pas, si t'as l'intermittence, comme tu dis, au moins t'as ce côté sécurité, comme on en disait tout à l'heure, où t'as ton fixe qui tombe par mois, mais tu peux quand même continuer tes activités que tu fais actuellement, comme le studio, les ateliers, et ce qui viennent juste compléter en fait. Parce que c'est vrai que toi et moi, on est vraiment dans la même démarche. Moi, ça fait 3 ans que j'essaye d'avoir mon intermittence et que à chaque fois, il y a un petit imprévu qui fait que je ne l'ai pas, mais je compte l'avoir bientôt aussi et. Moi, ce sera pareil, tu vois, le côté où l'intermittence, tac, c'est le fixe, tu vois, le côté sécurité, et tout ce que je fais en plus, c'est du bonus. Exactement. Ben, par exemple, ça, tu vois, dans la photo, la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont encore un taf à côté, en fait. Moi, je connais des gens qui ont un talent fou, et qui sont dans d'autres jobs, qui sont routiers, qui sont serveurs, qui sont dans d'autres tafs. Et c'est là où, quand toi, tu te lances à 100%, tu te poses la question, tu te dis, putain, le mec, il a un talent fou, et ils bossent quand même à côté pour assurer. Après, certains ont les vies de famille, les crédits, etc. Donc, tu le vis autrement. Mais du coup, c'est vraiment question sur l'aspect de sécuriser un revenu. Du coup, tu as un peu ce syndrome de l'imposteur, là, de ce que tu me dis, là. Bah, moi, je l'ai beaucoup moins aujourd'hui, mais je l'ai eu pendant très longtemps. Où je voyais des gens qui étaient vraiment doués, qui avaient un talent fou, et qui vivaient pas de ça à 100%. Donc, dans ta tête, tu te dis, comment c'est possible ? Lui, il sort un travail dingue, mais il ne vit pas de ça à 100%. Donc, du coup, tu cherches les questions, les réponses à tout ça, quoi. Mais parce que, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il y a un truc qui est important dans ce que tu dis, c'est le côté talent, tu vois. Et pour moi, c'est tellement pas important, en fait, le talent. Enfin, je dis ça dans le sens où, pour vivre, c'est pas un critère vraiment important. Parce que si tu me demandes de te citer combien de rappeurs je trouve meilleurs que moi juste à Clermont, franchement, je peux t'en citer au moins 10-15 que techniquement, je trouve plus forts que moi. Ouais. Par contre... Si tu regardes ces 10-15, je pense qu'aucun ne gagne plus d'argent que moi, même si je gagne pas des sommes astronomiques, tu vois. Mais parce que peut-être à quelque part j'ai su plus mettre de l'eau dans mon vin, tu vois, me dire allez, je vais passer peut-être plus de temps sur les ateliers, moins de temps sur ma musique, mais au final j'arrive à mieux vivre, tu vois. Et du coup pour moi le talent, alors si on part sur le côté vraiment de péter, devenir une star, forcément le talent c'est important, tu vois. Si on reste sur le côté aujourd'hui je suis pas sûr. C'est important quand même. C'est important, mais je suis pas sûr que ce soit le plus gros pourcentage. C'est pas le plus gros, je suis d'accord, c'est pas le truc le plus important. C'est pas le truc le plus important, mais je pense que il y a quand même, si t'es pété, tu vois. Allume ta radio s'il te plaît. Allume la radio de temps en temps. Écoute, j'ai pas allumé la radio depuis 2007. Des fois t'écoutes des choses, tu te dis comment c'est possible. Dans le même aspect que toi, où je connais des gens autour de moi, des rappeurs indépendants qui font du taf beaucoup plus qualitatif, et pourtant qui n'ont pas le fameux le cap de péter et d'être en radio, d'être diffusé partout, tu vois. Et ça, je trouve, par contre, c'est dur. Quand tu vois certaines personnes qui bossent, qui se donnent corps et âme pour ça. Parce qu'il y a tout le côté promo. Ouais, qui est c'est un autre monde. Très important. Ouais. Vraiment. Je pense que, comme tu disais, le talent, c'est peut-être la base, mais si t'as de la promo sans talent, tu peux marcher. Si t'as du talent sans promo, tu peux pas marcher. Ouais, c'est clairement. Ouais. Et au-delà de la promo, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se focalisent beaucoup sur l'image, enfin, ce que tu dégages, tu vois, genre, dans le sens où tu peux dire, je vais écouter ce rappeur juste en ayant vu une photo de lui. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, je suis sûr que c'est une réalité. Mais surtout pour les plus jeunes, tu vois, peut-être moins pour les gens de notre génération qui ont connu d'autres âges du rap, tu vois. Et d'autres consommations surtout. Et d'autres systèmes de consommation, je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, un jeune qui se balade sur Insta et qui voit une photo d'un rappeur qu'il connaît pas et qui le trouve stylé, il dit je vais écouter ça, tu vois. Et juste l'image, tu vois, je pense qu'elle joue énormément aujourd'hui, tu vois, par rapport à la notoriété. C'est sûr. Et le personnage même, tu vois, au-delà de l'image. Ouais, le charisme, l'originalité, tout ça, clairement, tu vois. Ça joue énormément. Avoir quelque chose qui se démarque. Après, le côté je me démarque et originalité, ça a toujours été une réalité, je pense, tu vois, dans la musique. Oui, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de gens qu'avant, tu vois, dans le milieu, tu vois, que encore plus, tu vois. Il y a tellement de gens qui font la même chose, tu vois, qu'en soi, il faut encore plus se démarquer, quoi. Et ce qui est pas évident, pour le coup. Ce qui est pas évident. Même toi dans la photographie, en soi, c'est un peu ça aussi, parce que comme tu disais le côté que quand on parlait du CDI, que tu voulais que les gens reconnaissent que c'est toi qui fais la photo. T'as ce côté aussi originalité, avoir ta touche en fait. Ouais, et puis il y a surtout la démocratisation de tout ça. Je dis une bêtise, être rappeur, l'écriture, faire du show comme Suprême, c'est du travail. Acheter un appareil photo, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Tout le monde peut se prétendre à faire ça. Je vois tu vois où je veux venir. C'est que c'est quelque chose qui s'est démocratisé vraiment avec expansion en peu de temps. Là. En peu de temps, il y a vraiment eu plein de gens partout. Et c'est vrai que du coup,
Voilà, faut taffer pour vraiment se créer son identité en fait. Aujourd'hui, c'est ça, c'est comme un rappeur, comme tu dis. Le look, le machin, certains, ils écoutent pas la musique, mais ils voient le personnage avant, tu vois. Et ça a changé par rapport à ce qui se faisait avant aussi, quoi. Oui, parce qu'à l'ancienne, on écoutait des albums, il y avait pas forcément de clips, on savait pas quoi aller. Je regardais une interview il y a pas longtemps, là, il parlait de... Ah, je me rappelle plus. Assos de Dingue, Fréco Dingue, là. C'est un rappeur. Voilà. Ouais. Et en gros, ils expliquaient que la première fois que Fréco a fait un gros concert, les gens étaient choqués parce qu'il était blanc. Et tout le monde était persuadé qu'il était noir. Il avait sorti 2-3 albums déjà et les gens l'écoutaient. Il avait des fans, mais comme il n'y avait pas de visuel, quand il est monté sur scène, pour la première fois, les gens disent non mais c'est pas lui. Là, attendez, c'est une arnaque. En fait, vu qu'il était blanc et que tout le monde pensait qu'il était noir, bah, les gens étaient surpris quoi. Mais ce que tu dis, c'est intéressant. Je trouve que en 5 ans là, on a franchi un cap où de fou. Alors dans la photo, dans le rap, mais pas que, dans plein de domaines qui touchent à l'artistique, en fait, il y a la démocratisation, en fait, tout est devenu plus accessible et forcément, ça a créé une foule de gens dans ce milieu. Enfin, je prends l'exemple de quand j'étais au lycée, j'étais le seul rappeur de mon lycée et pourtant, dans mon lycée, on était, je sais pas, peut-être 1200, un truc comme ça, c'était quand même... J'étais le seul rappeur du lycée. Je pense qu'aujourd'hui, tu retournes dans le lycée où j'étais, t'as au moins 2 à 3 rappeurs par classe, tu vois. Alors après, rappeur, il y a rappeur et rappeur. Mais ils ont écrit un truc ou fait un petit freestyle. Voilà, c'est ça. Instagram a vachement démocratisé le truc, tu vois. Pour les photographes, pour les rappeurs, pour les mannequins, pour les gens qui se prétendent... Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que maintenant, n'importe quelle fille qui publie une photo d'elle, dans sa description Insta... Oui, c'est vrai. Je fais du cliché tout de suite, excusez-moi. Mais c'est vrai que genre, c'est très souvent qu'on voit le mannequin, machin, tu vois. Alors qu'ils ont fait 2 photos avec toi... Et ça y est. C'est les mannequins. C'est la folie. C'est de ta faute, tu crées des mannequins. Tu crées des mannequins. On crée des populations bizarres. C'est exactement ça. Mais bon, après, heureusement, ça s'ouvre et il y a pas mal de choses, tu vois. Bah, il y a du bon et du mauvais dans ça. Comme dans tout. Tu vois, de toute façon, l'accès est beaucoup plus simple à l'art, tu vois, c'est une bonne chose quelque part, tu vois. Ouais, moi je trouve que là on en rigole, on en discute, tout ça, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Puis je vais te dire un truc, hein, de mon point de vue personnel, quand j'ai commencé à me mettre à temps plein dans le business, ma seule source de revenus au début c'était le studio. Les 2 premières années que j'ai commencé, genre 2016-2017, je faisais 100% de mon argent avec le studio. C'est un truc que j'aurais pas pu faire si j'étais né 10 ans plus tôt. Parce que 10 ans plus tôt, j'aurais pas eu assez de clients pour remplir mes semaines au studio. Clairement. Alors qu'aujourd'hui, comme on disait, tout le monde peut se prétendre rappeur et tout le monde peut avoir les moyens, entre guillemets, de se payer 3 heures de studio pour aller enregistrer un petit morceau. Et du coup, moi, je peux pas m'en plaindre parce que c'est ça qui m'a fait vivre pendant 2 ans, même si je gagnais pas énorme puisque c'était le début, tu vois, c'est quand même grâce à cette démocratisation, tu vois, que j'ai pu me lancer et après financer des projets qui m'ont plus fait kiffer par l'avenir, quoi. Donc c'est une bonne chose. Tu voulais intervenir, Dachi, excuse-moi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait encore des questions sur le chat. Est-ce que vous avez l'impression que vivre de son art insinue forcément une forme de perte d'intégrité dans son art ? Bonne question. En gros, est-ce qu'il faut faire des compromis ? Est-ce qu'on veut faire la musique qui marche plutôt que la musique qui nous plaît, peut-être, tu vois ? Je pense pas. Je pense que certains, peut-être, en fait, ça dépend des gens, hein, je pense. Clairement, tu vois. Il y a peut-être des chemins plus faciles pour arriver au gain d'argent, tu vois. Sans doute, même. Parce qu'il y a des trucs qui sont plus, on va dire, codifiés pour correspondre à ce qu'aiment les maisons de disques ou les radios, tu vois. Clairement. Oui, bah c'est vrai que si tu fais un morceau de 6 minutes, tu passes pas en radio, quoi. Exactement, par exemple, tu vois. Ou si tu fais un morceau, où il y en a un peu, mais par exemple, tu fais un morceau qui est connoté années 90, tu vois, ça va moins passer facilement qu'un morceau de cette année, tu vois. En gros, il y a plein de codes, mais après, je pense que c'est pas non plus la seule solution, tu vois. Il y a quand même l'originalité qui pour moi paiera toujours, tu vois, de créer son propre truc et son propre univers, qui pour moi est quand même l'essentiel, tu vois. Et même si ça va pas être aussi direct pour l'accès aux maisons de disques et aux radios, je pense que ça peut que porter ses fruits, en tout cas. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais que j'ai toujours eu cette vision de dire il faut que je fasse ce que j'aime et ne pas suivre la tendance. Alors, si la tendance me plaît, oui. Ouais, clairement. Mais si une tendance ne me plaît pas, typiquement, voilà, on parlait des tendances actuelles. Il y a la drill, par exemple. Alors moi, j'aime bien écouter de la drill. En tant qu'auditeur, je kiffe. Mais pour le coup, c'est un style sur lequel je me vois pas spécialement et sur lequel je m'épanouis pas spécialement. Du coup, je vais pas me mettre à faire de la drill parce que c'est la tendance. Mais je me dis, les modes tournent tellement vite
que en fait quand tu crées ton identité et que tu arrives à avoir un truc qui est propre à toi, tu vois, en fait tu peux devenir à la mode en fait sans le vouloir. Tu captes ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où si ce que toi tu fais déjà depuis 2 ans et demi, ça devient à la mode dans 1 an, tu vois, bah toi tu seras déjà là en train de le faire en fait, tu vois. Et donc moi ouais, j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'intégrité pour répondre à la question réelle, mais après je pense qu'on fait tous des petits compromis quand même de temps en temps. Ouais, oui. Après, je pense que c'est important si t'es pas intègre, en fait, je pense que ça se capte au bout d'un moment dans ce que tu fais aussi, parce que surtout dans le rap, il y a quand même un côté sincérité, tu vois, qui est hyper important, je pense. Bah après, même après, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend des trucs. Tu peux te créer un personnage, inventer complètement une histoire, tu vois aussi. Ouais. Clairement, en tout cas, si t'es pas en accord avec ce que tu fais, je pense que ça se ressent. Ouais, je pense tu vois, c'est plutôt ça, tu vois. Comme tu dis, tu vois, tu prends l'exemple de Lorenzo, tu vois, qui a créé un personnage monté de toutes pièces, tu vois, et ça cartonne. Et alors moi, j'écoute pas du Lorenzo parce que bah, je suis pas l'auditeur ciblé par ça, mais par contre, je respecte de ouf, tu vois, je trouve que c'est carré, machin, et comme tu dis, c'est un mec. Enfin, j'aimerais bien voir comment il est dans la vraie vie, tu vois, il doit être tellement différent du personnage qu'il a créé. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il est intègre? Tu vois, c'est un débat qui est compliqué, tu vois. Ouais, mais il est en accord avec ce qu'il fait, tu vois, il l'assume à fond, tu sais, c'est pas... Tu sais, tu peux... je pense qu'il doit y avoir des gens qui se disent, ouais, bon, bah je vais faire ça, j'aime pas, mais je le fais parce que ça marche. Et je pense que ça se ressent, tu vois. Ouais. Je pense. Si toi, t'es pas en accord à 100% avec ce que tu fais, et que même toi, tu valides pas ce que tu fais, mais que tu te dis c'est pour marcher, tu vois, je pense que dans ce cas-là, tu vois, ça va se ressentir, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est mon point de vue, hein. Bah, ça me fait penser à une question, du coup. Est-ce que justement quand ta passion devient ton métier, tu risques pas d'en être dégoûté? Est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde en fait, tu vois? Il y a peut-être ça aussi. Je suis d'accord. Hein. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça, t'as quand même une obligation de productivité. Tu vois, c'est plus comme quand c'est vraiment une passion à côté de ton taf, où tu le fais quand t'en as envie, quand ça te fait plaisir. Là, si tu sors pas d'album pendant 6 ans, tu vas pas gagner d'argent, tu vois, imaginons. Pour prendre l'exemple de la musique. C'est ce que j'ai fait. Moi. Oui. Non mais si tu vis de ta musique purement, tu vois. Je sais bien, Charlie, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a le côté, le côté contrainte un petit peu. Ouais. Tu peux te faire dépasser après. Hein. Quand tu commences à bien marcher, que tu commences à avoir du contrat, du machin, tu peux te faire dépasser par ton taf et justement tu peux arriver dans la zone où ça t'embête quoi. Tu dis j'ai plus envie, j'en ai trop. Et faut vraiment prendre sur soi et se dire bon vas-y, remets les cartes à plat, tu réfléchis, tu respires et pour se relancer. Mais il y a grand moyen. Moi j'ai plein de connaissances autour de moi qui ont eu pas des burn-out mais pas loin, en disant bah j'en peux plus quoi. Ça va trop vite par rapport à ce que je peux produire ou de ce que j'ai envie de faire. Et puis et du coup t'as l'impression de faire moins de qualité ou des trucs comme ça parce que t'as moins de temps. Tu négliges. Si t'as moins de plaisir, je pense que ça se ressent en travers de la qualité, tu vois, tu donnes pas tout pareil, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Totalement. Il y a d'autres questions? Ouais, j'ai vu d'autres trucs. Attends, je vais regarder un petit peu. Il y a combien de gens là sur le truc? On est 35. 35? Pas loin des 37, hein. 37 moi. 37, ok, donc il est presque... Je vois Vincenz qui a mis quelques petits messages, qui a rebondi sur ce qu'on disait, qui a dit le plus important pour en vivre, c'est pas de... non, attends, pardon. Le plus important pour en vivre est de trouver son public avec un minimum de talent, mais pas forcément. En fait, c'est vrai qu'il faut trouver son public. C'est ça qui est le plus dur, en fait, aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement d'artistes, il y a tellement de monde que c'est dur de trouver... après, tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avec les réseaux et tout, et la facilité d'accès, on peut avoir la facilité aussi de toucher un public, tu vois. Oui. De toucher n'importe quel public, en fait, en soi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux et tout, tu vois. Donc, on peut toucher n'importe quel public si on arrive à... Je pense qu'il y a un public pour tout le monde, même en soi, tu vois. C'est ça, mais la difficulté, c'est de le trouver dans cet ensemble de tous ces artistes, c'est ça qui est dur de se démarquer, comme tu disais, en fait. Ouais, je pense que le côté positif, qu'on me disait de la démocratisation, c'est que ça fait du bien à la culture, mais en tant qu'artiste indépendant, je pense que t'es un peu noyé dans la masse aussi par rapport à avant. Je vois un truc tout con, hein, mais à l'époque où j'ai commencé et que j'ai sorti mon premier clip, c'était beaucoup plus relayé parce qu'à l'époque des rappeurs à Clermont qui sortaient des clips, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Aujourd'hui, je publie un clip, je suis peut-être le 12e rappeur clermontois qui publie son clip cette semaine, tu vois, et du coup forcément les gens c'est noyé dans la masse. Ouais, c'est ça, tu peux pas être sur tout, tu peux pas regarder tous les clips qui sortent, regarder tous les artistes et on est à Clermont.
Et on est à Clermont. Mais je pense que c'est un avantage, tu vois, parce que justement. Alors, Clairement. pour moi, il y a le pour et le contre, tu vois. Mais le fait d'être dans une petite ville, je pense qu'on a l'avantage d'avoir moins de concurrence que d'être dans une grande ville. Parce que, tu vois, j'en discutais avec un rappeur parisien que je connais, qui est beaucoup plus connu que moi, qui commence à être très connu même, on va dire, tu vois. Et lui, il a mis beaucoup plus de temps que moi à ce que ça soit viable. Tout simplement parce qu'il était à Paris et qu'il me disait, mais le truc, c'est que, ok, je fais 5 fois les vues que tu fais sur YouTube, mais le truc, c'est que à Paris, il y en a des centaines des rappeurs qui font ces vues-là. Donc moi, je suis inexistant au milieu de tous ces gars-là. Alors si moi, je fais les mêmes vues que lui, je suis numéro 1 ici. Tu vois. Et du coup, j'ai pas de concurrent direct en fait. C'est clair. Et puis même au-delà de ça, tu vois, l'accès aux scènes, trucs comme ça, tu vois, on a eu de la chance, tu vois, quand même. On a pu faire beaucoup de scènes, tu vois, même quand ça faisait pas longtemps qu'on rappait, on a pu faire des scènes, des vraies scènes et tout. Alors que à Paris, frérot, pour faire une scène, c'est une galère, quoi. Si personne te connaît. Moi, je pense que t'es obligé de bouger de ta petite ville. Alors nous, on parle de Clermont puisqu'on est de Clermont, mais peu importe d'où tu viens, tu vois, je pense que tu es obligé de bouger de ta ville une fois que ton business est déjà en place chez toi, tu vois. Si tu veux t'exporter, enfin si tu veux grossir au bout d'un moment, je pense que l'inconvénient des petites villes, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, t'arrives à un stade où ici, tu peux pas faire plus en fait. Clairement. Et si tu veux faire plus, t'es obligé de bouger. Mais par contre, je pense que pour un début de carrière ou début de business, peu importe l'activité, ça reste un avantage parce que du coup, tu pars avec moins de concurrence, tu vois. Que si t'étais à Lyon ou Marseille ou Paris, tu vois, qui sont des villes où ça fourmille d'artistes et d'indépendants en fait, tu vois. Ouais, après c'est toujours pareil, c'est ta zone, c'est le marché concurrentiel que tu as dans ta ville et tout ce qui va avec. Tu peux être à Lyon et si tu as un vrai talent, si tu as un vrai taf, tu peux sortir. Tu peux sortir la tête de l'eau. Après, vous, dans le domaine du rap, faut pas se masquer le fait qu'il y a 2 villes principales en France, Paris, Marseille, et tout le reste, t'as l'impression que c'est des ovnis. Après, t'as quand même des mecs qui font carrière aujourd'hui qui viennent pas de ces villes-là, tu vois. Beaucoup moins quand même. Ah oui, non, mais c'est clair, en pourcentage, beaucoup moins. Tu prends une carte de France, aujourd'hui, on va dire Le Havre, c'est Médine, Caen, c'est Orelsan. Par contre, Marseille, Paris, tu exploses. Lyon, il y a qui sur la scène nationale? À Lyon, j'en ai pas qui me viennent. Bah voilà, frère. Corleone. Il est de Lyon? Il est de Lyon, bah tu vois, et un depuis Caen. Ouais. Et après, nous, on il y en a des plus petits. Il y avait genre l'animalerie, tu vois. Nous, on écoutait les trucs un peu plus indépendants. L'animalerie, Fares, il y avait les Cassius Belli. Cassius Belli à l'époque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est des noms que si tu connais pas le rap un peu, tu connais pas. Non, mais je suis d'accord. Le pourcentage. Mais en soi, le pourcentage est équivalent à la population. Tu vois, parce que t'as des Big Flo Oli, t'as des Ateyaba, tu vois, qui sont des mecs de province et qui sont, enfin, Big Flo Oli, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, en termes de score, ils peuvent se permettre de dire qu'ils sont dans le top 10 français, tu vois, je top pense. 5 même. Top 5 peut-être même, tu vois. Et donc, tu vois, c'est pas impossible, mais je pense que, ça reste quand même plus compliqué. Et ça veut pas dire non plus que dans une grande ville, c'est impossible, tu vois. Non. C'est juste plus long, je pense, en fait, de monter ton business. C'est juste plus long, par contre, si t'y arrives, t'es peut-être plus installé, tu vois. Ben, t'es plus en haut de la fiche sur ta ville. Ouais. Je prends un exemple que je connais bien, par exemple, Demi-Portion à 7, c'est un des seuls sur sa ville, tu vois. Maintenant, qui est national, qui a une aura de fou, mais voilà, il est mis en avant par la ville, il est mis en avant par tout le monde, parce que c'est un peu, on va dire, un truc bête, c'est un peu la fierté du truc, tu vois. C'est une grande écoute, et je pense qu'il y a ça aussi. Certaines villes, si le public prend en conscience de ce qui se passe, ça peut aller très vite et très bien. Big Flo et Oli, c'est l'exemple. Hein. Ils sont montés d'un coup, ils ont fait 2 gros clips parce qu'eux sont passés par la création aussi visuelle. Ils sont arrivés sur l'échelle nationale avec des gros clips. Ils ont fait les Rap Contenders, tout ça avant. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment un truc où il y a eu un processus, et je pense qu'on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, sur la gestion de la communication et tout ce qui va avec. Les mecs ont dû avoir une équipe derrière de fou. Clairement. De fou. Puis tu vois, eux, à la base, ils avaient déjà un truc intéressant, ils avaient déjà 13 et 15 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est des enfants, tu vois. Déjà, c'est quelque chose de hyper original, tu vois. Tu vois des petits... Enfin, aujourd'hui, maintenant, il y en a de plus en plus, tu vois. Des petits qui ont 10 ans et qui posent des freestyles de ouf, qui sont signés par des maisons de disques directes, tu vois. Mais c'est fascinant. C'est ça qui est fou. Hein. Ouais, c'est assez dingue, tu vois. Mais aujourd'hui aussi, t'as beaucoup plus de petits qui sont forts, même en étant petits, tu vois. Mais bref. Parce qu'ils ont baigné avec beaucoup plus d'écoute de rap. Bien sûr, bien sûr. Ça, ils ont grandi avec les freestyles sur Instagram aussi, tu vois. Ça. Et c'est un autre délire, tu vois. Mais Big Flo et Oli, tu vois, ils avaient ce côté original de ouf. Ouais. Déjà parce qu'ils étaient petits et parce qu'ils étaient 2 frères. Et ouais. Tu vois, donc il y a déjà un truc niveau communication. Ils ont déjà une base qui est incroyable, quoi. Ouais.
Ça, c'est un truc cool de base. Ouais. Moi j'aimais bien, franchement. Après, tu vois, j'ai un peu décroché avec le temps parce que je pense que, encore une fois, je suis pas le public visé par ça, tu vois. Mais je trouvais qu'en fait, ils sont arrivés avec un truc frais, comme tu dis, tu vois. C'est carré en vrai ce qu'ils font, tu vois. Ouais, Après, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, chacun a son public, tu vois. Nous, on n'est pas forcément le public de Big Flo Oli, tu vois, mais. C'est ça. Ok. D'autres questions dans le chat ou Ouais, il doit y en avoir d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à nous follow, hein, ça nous aide. Ouais. Ouais, bah il y a une question un petit peu comme celle du Clermont Foot tout à l'heure. Vous avez jamais tenté de passer Rentre dans le cercle de Fianso ou tout autre event comme ça fait par peut-être quelqu'un d'un peu plus connu? Bah toi, t'as fait poignée de punchline. J'ai fait poignée de punchline, c'est pas rentre dans le cercle, mais c'est quand même un truc qui est pas mal visionné, tu vois. C'est un truc après dans le rap indé, quoi, dans le truc très indé, mais ouais, c'est un truc très cool. Moi, c'est un truc que je regardais même avant de faire du rap. Et quand j'ai commencé le rap, c'est quelque chose que je regardais, donc c'est hyper cool de l'avoir fait. Ça donne une petite visibilité dans le rap indé, quoi, clairement. Contrairement à Rentre dans le cercle, qui est vraiment une visibilité même au-delà du rap indé, quoi. Oui, clairement. Qui fait des millions de vues et tout, quoi. Mais bah après, c'est que c'est une grosse étape, quoi. Rentre dans le cercle, n'importe qui peut pas rentrer Rentre dans le cercle. Oui, c'est plus sur invitation que sur. C'est beaucoup sur invitation, sur recommandation d'autres trucs, tu vois. Je suis pas sûr que tu puisses postuler comme un taf, tu vois. Tu peux. Il y a une adresse mail, tu peux envoyer ton truc et tout, tu vois. Et en soi, je pensais pas. Si. Et même des fois, ils font des demandes en mode quel rappeur vous aimeriez voir dans Rentre dans le cercle. Et s'il y a plein de gens qui citent la même personne, ils vont aller checker. Par exemple, dernièrement, il y a eu Souffrance de l'usine. Qui est un rappeur assez old school à la base et tout, et il a été hyper cité dans les commentaires, et il a été invité sur Rentre dans le cercle. Alors que c'était un mec, tu vois, qui avait pas une grosse visibilité comme des gars de maison de disques ou quoi qui sont invités régulièrement, quoi. Mais c'est des gars qui ont déjà quand même une communauté qui les suit en fait, et qui les mettent en avant sur ce genre de trucs. S'il a été cité quand même pas mal, tu vois, c'est qu'il a quand même une communauté qui est forte et qui le soutient. Ouais, c'est ça. Il a sans doute demandé à sa communauté d'aller mettre son nom, tu vois, et il a eu 300 commentaires peut-être sur lui, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un rappeur Instagram qui démarre. Non, bien sûr que non. Mais c'est pas un rappeur mainstream comme beaucoup de ou alors qui est signé en maison de disques, tu vois, comme beaucoup de gens dans le cercle quand même. Soit c'est des petits jeunes rappeurs qui viennent de signer parce que ils ont eu un buzz sur un freestyle ou un clip, tu vois, ou soit c'est déjà des gars installés, quoi, en vrai, quand même. Ouais. Mais je pense qu'il laisse quand même la place à des gens s'ils voient qu'il y a un intérêt et un attrait autour de la personne, tu vois. Ouais, puis je pense que vu le parcours de Sofiane, on en parlait tout à l'heure entre nous avant l'émission, le côté où ça a été vachement un débrouillard, quoi, tu vois, il s'est imposé, il s'est incrusté à plein d'endroits, tu vois. Du coup, je pense que c'est un gars qui est assez ouvert pour faire croquer, tu vois, peut-être plus que d'autres qui sont à son niveau, tu vois. Je pense qu'il est assez cool avec ça, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais je pense qu'il faut déjà avoir une visibilité quand même quelque part. Soit avoir un petit coup de chance, je pense que la chance de toute façon a toujours un peu sa place là-dedans, tu vois. Clairement. Tomber dans la bonne oreille au bon moment, tu vois. Clairement, soit avoir une communauté très forte qui arrive à te pousser au bon moment aussi, quoi. Mais la question c'était est-ce qu'on a déjà essayé de le faire? Moi je l'ai pas encore fait parce que je me sens pas assez légitime pour l'instant pour le faire, quoi. Mais c'est quelque chose qui me dérangerait pas. Ouais. Et toi, du coup, Maxime? Non, bah après, pour des concours photo, mais non, mais après, dans l'aspect de les concours, les expositions, les lieux, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu select, faut toujours essayer de se démarquer de soi-même pour que les gens te voient après. Faut avoir un truc, faut avoir une image, quelque chose qui marque. L'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'une image qui a un sens, qui a une profondeur, si elle est diffusée sur les réseaux, ça va très vite. Tu peux te faire remarquer grâce à ça, etc. Donc c'est un peu sur la même portée de la communication quand tu fais du rap. Si t'as un freestyle qui est repartagé par quelqu'un, si tu passes, comme tu dis, au bon moment dans la bonne oreille, bah nous c'est les bons yeux, quoi. L'image passe au bon moment vers la bonne personne et puis en avant, quoi. Et puis il y a un truc aussi qui est important à dire et qui vaut autant pour le côté rap que pour le côté photo, c'est le copinage. Ça c'est une réalité et encore une fois mais au-delà du réseau, tu vois, parce que pour moi quand tu dis le réseau, c'est genre je connais lui parce que j'ai fait du business avec lui, on s'entend bien, tu vois. Le côté copinage, c'est plus les gens qui mettent en avant les gens qui ont entre guillemets des postes importants, tu vois, dans certains domaines, tu vois, qui vont mettre en avant leurs petits, tu vois.
leurs petits ou les copains proches, tu vois, machin. Et ça, c'est une réalité que les gens qui sont pas dans nos milieux se rendent pas forcément compte. Et c'est dur. Mais le piston, tu vois, on parle du piston en entreprise, peu importe le domaine, mais le piston dans l'artistique, c'est vraiment là où c'est le plus flagrant pour le coup, tu vois. Clairement. Si tu veux faire que ça soit pour tout, hein. Si tu veux faire des dates en tant que rappeur, si t'as pas le réseau, si t'as pas les bonnes personnes qui veulent t'aider un petit peu, ce sera dur. Ça sera et comme l'inverse, hein. Si les gens veulent te mettre des bâtons dans les roues, ah mais bien sûr, ce sera une guerre. Hein. Bien sûr, et ça c'est une réalité aussi. Encore une fois que les gens se rendent pas forcément compte, mais il y a dans nos milieux il y a beaucoup d'ego. Ah oui. Et des fois ça t'empêche d'accéder à certaines choses. Hein. Bref, on va pas s'étaler sur ce sujet. On est là pour passer un bon moment. Là, on va pas parler des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues quand même. C'est ça. Du coup, je sais pas s'il y a encore d'autres questions ou. Il y avait la personne qui parlait justement de si on perdait pas l'intégrité quand ça devenait ton métier, quoi. Il me disait aussi que lui, il parlait par exemple des contrats dans les labels, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes? Est-ce que tu es vraiment libre de ce que tu veux faire? Il y a plein de types de contrats en soi, tu vois. Et après, forcément, il y a des contrats. Je sais plus comment on appelle ça, mais des contrats à 100%, où en gros, je pense que tu perds beaucoup de droits sur ta musique, ça c'est sûr. Et tu peux perdre une partie de l'artistique et de tes choix artistiques, je pense. Mais selon les contrats, je pense que chaque contrat est différent et qu'il y a énormément de contrats différents, tu vois. Il y a des contrats aujourd'hui qui sont uniquement des contrats où tu gères tout l'artistique et après le label s'occupe du reste. T'as vraiment plein de contrats différents. Et surtout aujourd'hui, les gens retravaillent les contrats énormément en fonction de chacun, tu vois. Donc il y a des gens qui ont besoin, tu sais, des artistes qui n'ont pas vraiment de direction, qui sont un peu perdus et tout, mais qui ont un potentiel et du coup qui ont sans doute besoin d'être cadrés et du coup que d'avoir un directeur artistique qui va totalement retravailler la direction artistique avec l'artiste, tu vois. Et donc un contrat comme ça peut correspondre à certaines personnes, tu vois. Mais après des gens qui sont installés depuis longtemps, parce que tu vois, moi par exemple aujourd'hui si je signais un contrat et que je devais perdre une partie de mes choix artistiques, tu vois, je pense que ça me conviendrait pas, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Tu vois, des gamins qui, comme je disais, là j'ai vu quoi, un gamin il a 9 ans, il a sorti un son, là il y a toutes les maisons de disques qui sont sur lui, tu vois, il a fait 500 000 vues en 2 jours, sur TikTok il a fait single d'or en très peu de temps, tu vois, à 9 piges. C'est ouf. Hein. Toutes les maisons de disques sont sur son dos, et lui, tu vois, concrètement il a sorti un son. Tu vois, donc c'est à dire que lui il peut rentrer dans n'importe quelle maison de disques, là aujourd'hui avec 18 directeurs artistiques derrière la tête qui vont lui façonner une carrière qui va marcher sans galérer, quoi, tu vois, en soi, tu vois. Donc pour lui, c'est peut-être quelque chose de bien, tu vois, qui a pas forcément de vision artistique à long terme, tu vois. Pour des gars comme nous qui faisons du son depuis 10 ans, tu vois, si quelqu'un veut venir nous imposer sa vision artistique d'un coup, je pense que ça peut nous faire mal, tu vois. Clairement, c'est ça. Après, je pense que, comme tu dis, il faut signer le contrat qui correspond à tes besoins et à tes envies aussi, parce que, comme tu l'as très bien dit, il existe plein de types de contrats et je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est le côté la fibre du business, tu vois, parce que tu peux être un bon artiste mais pas avoir la fibre administrative entre guillemets, tu vois, genre tout ce qui est à côté de ta musique en fait, que ce soit le côté promotionnel, le côté tu vois, juste un truc tout con, hein, mais juste les déclarations SACEM par exemple, tu vois. Moi je connais des gars, tu leur mets des papiers SACEM devant eux, ils paniquent, tu vois, ils sont pas bien, tu sais. Et du coup, je pense que pour des gens comme ça, avoir une équipe qui s'occupe de tout ça et que tu puisses te concentrer uniquement sur l'aspect purement musical, c'est très bien pour des gens. Moi personnellement, je sais que c'est un truc qui m'intéresse en fait, tu vois. Genre le côté administratif, alors je vais pas dire que j'irai pas jusqu'à dire que je prends du plaisir à le faire. Mais c'est un truc qui m'intéresse parce que j'aime bien savoir comment les choses sont faites. J'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et du coup, je trouve que la meilleure manière de comprendre comment quelque chose fonctionne, c'est de le faire par toi-même, tu vois. D'accord. Et du coup, voilà, je pense que, juste pour clôturer le truc, je pense que ça dépend de tes envies et de tes besoins. Et je pense que dans beaucoup de cas, ça peut être bénéfique et dans d'autres, ça peut être... Moi, je pense que... Enfin, après, ça dépend des gens, mais moi, je sais que personnellement, j'aime bien comprendre comment ça marche. Du coup, je l'ai fait. Mais si je peux ne plus le faire, je suis très content. Je comprends. Ça me fait plaisir, tu vois. Si je pouvais, moi, en soi, faire que de la musique, tu vois, et me concentrer que sur l'artistique, tu vois, que personne touche à mon artistique, tu vois, mais qu'après, tout le reste, des gens le gèrent, je suis chaud. Mais il y a une question de confiance aussi là-dedans, tu vois. Faut avoir confiance
en les personnes avec qui tu travailles, tu vois, et ça c'est quelque chose qui est compliqué. Hein. Et tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être passé par ces différentes étapes et de les avoir fait toi-même, ça peut t'aider aussi à avoir confiance dans les gens parce que tu vois comment ils travaillent, tu vois comment eux le font, sachant que toi tu connais ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Oui, voilà, ouais, très clairement, si t'embauches quelqu'un qui fait les choses moins bien que toi alors que t'es pas formé de base pour le faire, déjà tu sais que c'est très vite une erreur, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça, je pense que ça dépend. En vrai, je pense, voilà, ça dépend. Pour moi, je dirais tes envies, tes besoins. Il faut les clarifier, et une fois que tu as clarifié dans ta tête quels sont tes envies et tes besoins, il faut trouver le contrat qui est adapté à ça, en fait, tu vois, tout simplement. Il faut trouver aussi le label ou la maison de disques qui accepte de faire ton contrat. Je pense que c'est même c'est ça le plus dur. Parce que moi, le contrat qui me plaît, je te le trouve très vite, hein, frérot. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, c'est pareil. Moi, vous me signez un contrat de booking, vous me vendez des dates, c'est bon. Le reste, je gère et tranquille. Mais après, voilà, c'est ça. Faut trouver, comme tu dis, le label qui va être intéressé pour le qui faire. va croire en le projet, tu vois, et en l'évolution du projet. Et qui va accepter, justement, parce que ça, je pense, c'est une difficulté aussi pour les labels quand ils voient un artiste et qu'ils se disent, là, il y a du potentiel, là, il y a moyen de faire des choses, et que le gars leur dit, ouais, par contre, vous gérez que cette partie et le reste, c'est moi, tu vois. Ils peuvent être en mode, on en veut plus, tu vois, on veut bosser avec toi, mais il faut que nous aussi on croque, tu vois. Donc si on gère que le booking, c'est qu'une petite partie de l'argent que tu vas générer, en fait, et si tout le reste est à toi, c'est pas forcément intéressant pour nous de bosser avec toi, et donc c'est vrai que c'est compliqué. De toute façon, ça, pour le coup, c'est un truc qui a pas changé avec le temps. C'était la galère dans les années 90, et c'est toujours la galère, je pense, aujourd'hui, tu vois, à peu près pareil, de dire est-ce que je fais bien de signer ce contrat, en fait. Tu captes ce que je veux dire, tu vois. Je pense clairement. que c'est ce questionnement, tout le monde l'a eu, et ça, je pense que c'est toujours une étape, quoi. C'est un gros changement en général. Mais je pense quand même aujourd'hui il peut y avoir beaucoup plus de liberté, tu vois, parce que les labels vont plus signer des équipes que juste un rappeur, tu vois, et quand même ils délèguent beaucoup de choses parce que souvent ils signent des gars qui ont déjà toutes les capacités et qui arrivent déjà à gérer leur business tout seul, tu vois, souvent. Est-ce qu'on passerait pas au jeu ? Eh ben vas-y, ouais, je suis chaud. Vous êtes chaud pour un petit jeu ? C'est parti. Allez, vas-y, feu. Avec grand plaisir. Je vous dis. Toi t'es là pour gagner, mais t'inquiète, ça va être intéressant. Donc le jeu, aujourd'hui il est simple, c'est un vrai ou faux. Il y a 10 questions, vous gagnez 1 point par bonne réponse. Celui qui a le plus de points à la fin gagne. Ok. Et pour être en accord avec le thème du jour, j'ai fait un jeu sur le thème les métiers des rappeurs. Donc les métiers qu'ils avaient avant d'être connus, ou les métiers qu'ils font en parallèle de leur activité. D'accord. Ok. Vous êtes prêts ? Let's go. Vas-y. Allez. Toi, tu connais pas les questions. Ah non, je joue contre vous, les gars, je connais rien du tout. Tout le monde joue. Il y a un truc. Non, les gars, promis, je ne connais aucune des questions. On a un buzzer ou non ? Non, genre on répond comment, genre Chacun votre tour à chaque fois, mais tout le monde répond. Ok. Let's go. Et n'hésitez pas à nous dire à la fin dans le chat combien vous avez fait de points. On veut voir si vous battez nos invités. Allez. Donc première question. On commence facile. Oui. Rick Ross a été gardien de prison avant de réussir dans la musique. Vrai ou faux ? Vrai. Et c'est vrai. Et en fait, ouais, il l'a longtemps démenti, mais il a été gardien de prison de... Tu peux passer à la slide suivante ? Ouais. De décembre 95 à juin 96 au South Florida Reception Center. Donc il l'a longtemps démenti parce que... Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 50 Cent quand il était en clash contre lui qui avait leak cette information, et il me semble y a moyen. Une histoire comme ça qu'il avait utilisé je sais pas où c'était sorti exactement. C'est mais leur style, ça. Ouais, mais ça m'étonnerait pas en tout cas. C'est très 50 Cent. Mais il me semble que c'est une histoire un peu comme ça. Bon, 1 point pour tout le monde. Ok. Deuxième question. Let's go. On reste sur des choses assez simples. Orelsan était gardien de nuit dans un musée. Vrai ou faux ? Faux. Faux. Et c'est faux. Ok. Il était veilleur de nuit. Ouais, mais du coup, le film n'est pas vraiment autobiographique, Ouais, mais c'est la il y a des question que je parties me de suis posée. réalité, effectivement. Donc il a été veilleur de nuit dans un hôtel, vers Caen, je suppose. Et il a aussi été éboueur sur une chaîne de tri en 98. Ok. Pour la petite anecdote. Question suivante. Method Man a travaillé sur l'île de la Statue de la Liberté. Vrai. Moi, je dirais faux. Moi, je vais dire
Moi, je vais dire faux. Et c'est vrai. Du coup, 1 point pour HEO, 0 point pour les autres. En fait, ouais, il a travaillé comme agent d'entretien sur Liberty Island pendant plus de 5 ans. Il a même été employé du mois, d'après ce qu'il a dit. D'après ce qu'il a dit. Et il a même confié qu'il n'était jamais monté en haut de la tour. Enfin, de la Statue de la Liberté. Parce qu'en fait, il avait que 30 minutes pour manger. Il préférait dormir, manger ou fumer pendant ce temps-là. Tu vois. Fumer. Faut choisir ses priorités. Il aurait pu fumer en haut de la statue. Ouais, tu crois qu'il arrivait au taf comme il arrive dans le film Hawaii, tu sais, avec la brosse à dents dans le Durac, là, comme Je suis pas sûr, ouais. Ok. Bon, je prends la tête, hein, les refs. Ouais. C'est beau ça. On a un leader là. C'est pas fini. Question suivante, question 4. Ice-T était militaire avant d'enregistrer ses premiers morceaux. Vrai ou faux? Ouais, moi je dirais vrai. Ouais, vrai. Il a une... Vrai aussi, j'aurais dit. Ouais, c'est vrai. Ok. Effectivement. D'accord. En fait, il a passé quelques années dans la 25e division d'infanterie de l'US Army. Et après ça, en fait, sur les conseils de tout son entourage qui lui disait d'enregistrer des morceaux, il a enregistré ses premiers singles et il a eu un succès assez rapide avec des morceaux comme Reckless, You Don't Quit, des trucs comme ça. Et c'est devenu une figure marquante de la scène West Coast, du coup, comme on le sait. Ok. Question suivante. Question 5. Riles a été cantinier dans un lycée. Vrai. Ouais. Faux. Ouais. Il était pion. Oh là là, il a les anecdotes, hein. Et oui, c'était faux. Merde. En fait, il n'a pas été cantinier, il a été surveillant dans un collège près de Rouen pendant quelques mois. Puis en 2017, il y a Qu'est-ce que tu veux? le youtubeur Seb qui a fait une vidéo sur lui qui lui a fait prendre Une autre augmenter ampleur. sa notoriété. Et maintenant, il est signé sur le label de Snoop Dogg. Ça, c'est incroyable comme Pas mal histoire. comme évolution quand même. Ouais. C'est Pas dingue. ouf, mais franchement pas mal. Au moins. Bon, du coup, 5-3-3. On a un sans faute pour l'instant. Est-ce que ça va On est durer? en train de prendre de l'avance, ça. Faut qu'on se rattrape, mon vieux, là. On va lui couper le micro. 6e question. Kanye West était vendeur dans une boutique Disney dans son adolescence. Foi. Enfin, il est assez déjanté. Ça vient peut-être de là, tu sais. Moi je dirais vrai. Ouais, vrai. Moi, je vais dire. Toi, t'attends de répondre en dernier. Exactement. Vas-y, je te laisse répondre d'abord. Vrai. Bah, moi, je vais dire faux pour vous contredire, parce que j'en sais foutre rien. Donc, Eh ben, c'était faux. Yes, I, baby! Il était Ok. mascotte. Non, en fait, il était vendeur dans un magasin Gap quand il était adolescent. Et c'est marrant parce que du coup, en 2020, là, il a conclu Il a fait une collab il y a pas longtemps. voilà, une collab avec Gap. Et du coup, il y a une collection Yeezy Gap Ouais. qui sort actuellement. Yes, I. Donc, pas mal d'évolution non plus là. Ouais, Pas mal. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc, 3, 5 et 4 points. fort. T'as la C'est traîne, vrai, hein. C'est dur là. T'as la traîne, hein. Aïe, aïe, aïe. 7e question. J. Cole était animateur dans une patinoire. Bah, je vais dire faux. Vrai. Je vais dire vrai. Et c'est vrai. En fait, il a été vendeur. Il a fait quoi? Il a été vendeur, il a été livreur de journaux, mais il a aussi bossé comme animateur dans une patinoire. Et pour ce job, il a dit même que parfois il devait se déguiser en kangourou pour divertir les clients. Donc, C'est lourd. sympa faut être le motivé, job. hein. Quel vilain Ouais. fou. Ouais, Ah de ouais. ouf. Je crois qu'il aimait pas trop ce job. Ouais. en vrai. J'imagine. Donc 3, 6, 5. Allez, Ah là, c'est. on croit en toi. Tu peux encore remonter. Il y a encore 3 questions. Il y a encore 3 questions, gros, tu peux égaliser si tu veux. Si j'ai tout faux, que t'as tout C'est vrai. ça. C'est encore faisable mathématiquement. Let's go, let's go. 8e question. A2H a participé au doublage français de la série The Boys. Vrai ou faux? Je connais pas cette série, putain. C'est une série sur Prime. C'est les trucs avec les super-héros, là? Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, moi je dirais vrai. Moi aussi. Moi, je sais qu'il fait du doublage. Mais est-ce qu'il a fait cette série? C'est ça le piège, à mon avis. C'est faux. Il y a un personnage Ouais. qui est français dans la série, il me semble, un truc comme ça. C'est Là. vrai. Il y a un Mais perso- c'est faux. Gang! En fait, il a pas fait de doublage. Il fait par contre des voix off pour des publicités, notamment d'un
Un truc de d'un Paris site en de ligne. Paris sportif, c'est Ouais. ça. Ok. Donc ouais, rien à voir, mais... Ouais, il est chaud, il est chaud. et là, il prend une avance chaud, considérable. Hein. Et attends, on n'a pas dit, il gagne quoi le gagnant là? Alors pour cette émission, absolument rien. Mon respect, à la limite. Ouais, C'est ouais, il a drop de mic. c'est pas mal direct, quand même. 9e question. Swiftgad a travaillé dans une école maternelle. Faux. Moi, je vais dire vrai. Faux, mais il est éducateur pour les jeunes par contre. Ouais, je crois que c'est ça, il travaillait dans une maison de quartier, un truc comme ça. Non, il a bien travaillé dans une école maternelle. Ah. En fait, en parallèle de son activité de musique, en fait, il a, pendant quasiment toute sa carrière, travaillé la journée en tant qu'animateur dans une école maternelle. Ah ouais. Et c'est qu'en 2016 qu'il a décidé de faire de la musique à temps plein, quoi. Bah tu vois, je me suis Après fait des piéger années parce de- que je savais qu'il était animateur, mais je pensais que c'était genre dans une maison de quartier, un truc comme ça. Moi je pensais que ouais, c'était pareil. Ouais. Ok. Bon, bah je me suis fait avoir. Il reste plus qu'une question là. Plus qu'une question. Je crois que Donc, tu peux revenir à égalité. J'ai l'égalité là. Au moins la deuxième place. Quoi. Donc 10e question. Kendrick Lamar était videur dans une boîte de nuit. Faux. Bon, on va dire vrai, juste pour contrer. Il est joueur, moi je dis faux. T'as vu, gros, il est galbé comme moi, Kendrick Lamar, non? En Ouais, vrai. mais il est américain. Ouais, Faut j'avoue. tout faire. Faux. Effectivement, c'est faux. En fait, il a été agent de sécurité dans une banque pendant un mois avant de se faire virer, par contre. Parce qu'il était galbé comme moi. et- Après 82 braquages. Ok. Donc voilà. Ouais, Et ben, on a un gagnant. Hein. Victoire écrasante, hein, Ah, voilà. franchement. c'est- GG. Ouais, je. Merci ref. Moi, j'attends de voir s'il y en a qui t'ont Ovationnez-moi. battu dans le chat. Hein. 8 sur 10? Non, j'attends de voir. Il y en a pas qui l'ont dit Non, encore. moi j'ai mais- 8 sur 10. Ouais, Ouais, t'as toi, 8 sur 10. Faut faire mieux. C'était incroyable. C'est pas facile. Franchement, t'as bien joué le truc. Hein. T'as géré le truc. T'as bien géré. Et pourtant je connais absolument... Enfin je connais un peu mais très très peu au rap américain. Il y avait quand même beaucoup de questions sur des rappeurs américains. Ouais, mais après, c'était il y en des avait gros plus. noms quand même. Tu les connaissais tous là, non? Je les connais mais... C'est je pas des connais- gars que t'écoutes, Je connais pas mais- leur vie, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois ce que Ouais, je veux après, dire je t'avoue que moi, c'est des gars que j'écoute, mais je connais pas forcément leur live avant le Peura non plus, tu vois. Donc, Ok, eh ben félicitations, vieux. Hein. Merci, merci, merci. Tu auras le droit de Du coup je revenir. reste le premier gagnant C'est ça. du coup, de cette chaîne Twitch. Exactement, t'es Aïe, le, aïe, t'es le aïe. premier grand gagnant. Yes, Peut-être un aïe. jour on fera une Quelle fierté. genre une émission spéciale avec Wow. Avec tous les gagnants. Ouais, genre un concours le grand champion, tu vois. Yes, aïe. Ça, c'est une idée, tu vois, on verra. Très belle idée. Ouais, ça peut être Je suis chaud, ça peut être oui. un bail comme ça. Ça peut être un bail comme ça. Venez m'affronter. Ça fait Ah, une il est bonne chaud, promo. il est prêt. Ça fait une bonne promo. Venez m'affronter. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de promo, on a oublié de faire un truc en début d'émission. Je profite qu'on ait fini le jeu pour Faire une petite aparté. pour sauter là-dessus. J'ai dit quand je t'ai présenté que t'allais bientôt être streamer sur cette chaîne et on n'a pas parlé de ton émission. Parle-en un petit peu là. Explique-nous un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors mon émission elle va s'appeler Passe à la Mèze. Ok. Donc je vais inviter des rappeurs, des amis, des gens à venir se poser chez moi sur mon canapé, à la D'accord. Mèze tranquillement. Et puis on discutera, on jouera aux cartes, on freestylera et on jouera à FIFA surtout. Et gros challenger à FIFA aussi de ce que j'ai compris. Toi. Mais je suis encore meilleur qu'au jeu qu'on a fait juste avant. Aïe aïe aïe. Il met la pression directe. Donc, Moi, quand je vois que les gens voient pas, mais il y a Nico, on va l'afficher directement, Nico Speck, qui fait des clips aussi, qui est en train de faire le malin, alors que je lui ai mis 4-2 la dernière fois qu'on a joué. Sachant qu'il faisait le mariole en disant qu'il allait le fumer. donc, Et voilà. Le personnage s'y prête bien quand même. Mais du coup, voilà, c'est petite pression pour les premiers invités que tu recevras. Du coup, on peut annoncer le premier invité parce qu'il m'a confirmé sa venue. Eh ben, vas-y, je te laisse. Donc, le premier invité, ça sera. Donc là, c'est le 28. C'est ça, c'est dans 2 semaines Dans 2 pile. semaines, le 28, ça sera PES, qui va venir nous parler. Il a sorti une trilogie de projets, là, 3 projets, acte 1, acte 2, acte 3. Et il va venir, on va en discuter, on va aussi mesurer son niveau à FIFA. Et puis voilà, hein. Ça va être un bon moment. Yes, bah écoute, hâte de voir ça. En tout cas, donc voilà, pour revenir un petit peu sur cette chaîne Twitch, donc comme on l'a dit en début d'émission, donc il y aura 2 émissions par mois. Une fois celle que vous êtes en train de regarder, la Tea Time, et une fois Passe à la Messe, du coup l'émission Ouais. d'HEO. On a préféré démarrer petit et faire ça bien, et peut-être que dans l'avenir on augmentera la cadence de stream. Mais voilà, dans l'idée on va essayer d'être un mardi sur 2 en stream, donc une fois HEO, une fois Dachi et moi, et voilà.
tout simplement. Donc Yes. n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre les prochains streams. Et suivez-nous sur les réseaux, il y aura toutes les infos. Voilà, j'en profite pour faire la com globale. Tu as raison. T'as vu, on est professionnel ici. Voilà. On revient à notre sujet de prédilection. Let's go. Absolument. Je te laisse soit dans le chat, soit sur les petits trucs qu'on avait prévus. Comme Attends, je regarde s'il y a des questions. Ouais, on a une question. Vincenz, ne pensez-vous pas qu'il faut avoir un taf à côté pour que ton art ne soit soumis à aucune pression, aucune contrainte? Ça revient à la question de tout à l'heure un C'est ce petit qu'on peu. disait, ouais. Ouais, c'est vrai que... Ça dépend. Aucune pression extérieure, je sais pas. Ouais. Ça dépend de ce que tu vises aussi, je pense. La pression, elle disparaît le jour où tu fais ton revenu, en fait. Le jour où tu as ta sécurité de ce qu'on parle depuis je le pense début, que c'est ça. elle disparaît. Pas forcément elle disparaît, mais je pense que la pression c'est important aussi. Oui, mais il en faut pour le processus créatif, etc. Ouais, Mais je pense que tu te soulages un peu en disant, bon voilà, clairement. j'ai mon revenu, j'ai l'argent, je peux Ouais, me sau- ouais. j'ai ça qui me sauve, et tout le reste après prend une ampleur beaucoup plus positive en fait. Ouais, ouais. Elle devient beaucoup plus cool, tu dis bon bah, j'ai le temps de créer, j'ai le temps de faire, parce que je sais que j'ai ça maintenant qui fait que. C'est vrai. Sinon, Bah, justement, on parle d'argent, mais comment tu finances tes projets, par exemple? Comment on peut financer ces projets? Bon, de plein de manières. Hein. Moi, en gros, toutes les activités dont j'ai parlé, là, pour l'instant, je les ai utilisées pour financer des projets, quoi. Donc, des ateliers d'écriture, des organisations de concerts. Moi, j'organisais beaucoup de concerts qui m'ont permis de générer un peu d'argent pour financer les projets. Le studio, et puis un peu de mon investissement personnel aussi. Tu vois, mais tout, moi, pour l'instant, ça a été beaucoup ça. Ça a été parce qu'au départ, je dépensais de l'argent pour mes projets. Et le premier objectif, avant d'en gagner, ça a été surtout d'équilibrer les dépenses et les revenus. Donc tout ce que j'ai fait comme activité ont permis de générer de l'argent pour financer mes projets. Ouais. Et maintenant, l'étape suivante, comme on disait, c'est que les revenus soient plus importants que les dépenses, quoi. Bien sûr. C'est le but. Ouais. Après, ouais, du coup, comme tu disais, c'est un peu tous les trucs, mais il y a aussi les subventions. Il y a aussi les subventions. c'est vrai, c'est vrai. Parlons-en des subventions. C'est un bon moyen de financer ces projets. C'est compliqué de les avoir, mais franchement, quand tu démarres et que tu as des projets un peu ambitieux qui sont des fois au-delà de ce que, comme toi tu dis, au début, tu as mis de l'argent de ta poche en fait pour financer tes projets, tu vois, et toi t'as pu te le permettre. Moi ça a été mon cas aussi, mais ça peut ne pas être le cas de certaines autres personnes, et c'est vrai que dans ce cas-là, tout ce qui est les concours, les subventions, ce genre de choses, ça peut être un bon moyen aussi de financer ces projets. T'en parlais tout à l'heure, Max, là, du côté concours. Est-ce que dans la photo il y a ce genre de choses aussi, des concours qui peuvent te rapporter vraiment de l'aspect purement financier, autre que de la mise en... Non, c'est existe très, pas. Surtout de la visibilité. c'est juste de la visibilité. Après, on a les mêmes processus que pour vous, tu vois, les overboosts, etc., les choses que les régions, les villes mettent en place pour aider justement aux créations et aux processus créatifs sur les entreprises. Mais sinon, en soi, c'est enfin, non. T'as les petits concours dans les villages, enfin dans les villes ou quoi que ce soit annexe, mais c'est jamais une rente financière qui existe vraiment. Ouais, c'est pas viable. Non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Alors que nous, quand même, tu vois, si t'as des gars qui arrivent à obtenir pas mal de subs, tu peux... on en connaît, on donnera pas forcément de blase, mais on connaît des gens qui font vivre leur business entièrement via la subvention. Hein. C'est une réalité, ça existe. Hein. C'est Ouais. pas notre cas à nous. Après, il y a des, tu vois, il y a des subventions qui sont prévues, genre les mairies ou les institutions souvent ont des portefeuilles qui est alloué à certains projets, donc ça serait dommage de pas en profiter, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est une bonne aide. Dans tous les cas, cet argent sera redistribué à d'autres projets, il va pas servir à autre chose, hein, donc ça peut aider à lancer des projets, tu vois, par exemple pour des sorties d'albums, de trucs comme ça. Il y a des subventions qui existent, quoi, et ça peut être intéressant. Je trouve que ce qui est compliqué avec les subventions, c'est le côté où tu vas passer beaucoup de temps à faire tes démarches pour l'obtenir et que... Et t'en obtiens peu par rapport à ce que tu fais. Alors, soit t'en obtiens peu, soit t'en obtiens carrément pas du tout, en fait, tu vois. Nous, je sais que ça nous est arrivé de monter des dossiers pour des subs. Je me rappelle quand on avait fait les demandes là pour les trucs de la SACEM, parce que pareil, la SACEM met des bourses en place chaque année, tout ça. C'est vrai que tu passes du temps. Et puis, encore une fois, comme on disait, nous, comme on est en indé, on est obligé de tout faire. Monter un dossier, c'est pas forcément un taf facile, et nous, on n'a pas non plus les compétences pour faire le truc, parce que c'est un métier à temps plein, en soi, tu vois. Et c'est vrai que tu peux avoir ce côté un peu de déception d'avoir passé du temps Ouais, tu passes des heures, et puis c'est vrai qu'au final, tu touches rien, t'as aucune subvention, t'es pas pris, et tu te dis à quoi bon des fois. Ouais. Mais je pense il que faut le faire. voilà, c'est quelque chose à pas négliger, parce que ça peut quand même permettre
de financer tes projets, ou même si, comme tu dis, même si c'est pas en globalité, au moins une partie, et ça peut permettre ce que tu disais avant, c'est-à-dire de réguler les dépenses et les recettes, en fait, tu vois, Clairement. ne serait-ce que toucher 1000 euros pour un projet, tu vois, c'est toujours 1000 euros de rembourser sur ce que tu as dépensé pour le faire, même si tu as dépensé beaucoup plus, tu vois. Ouais. Et du coup, ça me fait penser, là, on parle de l'aspect financier, genre, on a parlé de plein de choses, mais si vous deviez dire, selon vous, quelle est la plus grosse difficulté, genre, que vous pouvez rencontrer en tant qu'indépendant, genre, voilà, si c'est pas le truc financier, la plus grosse difficulté. Ouais, moi je dirais que ça prenne pas en fait. Que peu importe les efforts que tu fais sur ton taf, même si tu penses que tu fais les choses bien, que les gens soient pas du tout réceptifs à ça. Je pense que ça par contre ce serait le pire des trucs. Où comme toi dans la musique, tu te mets sur un projet, tu crées quelque chose, tu le proposes aux gens et on te dit ouais, bon bah c'est cool mais non. Et je pense qu'il y a rien de pire pour tout ce qui est processus créatif en fait. Qu'on te mette un gros stop en disant non mais c'est nul. Ce que t'as fait là, ça c'est nul. Ça, psychologiquement, mentalement, et même pour ta carrière, pour ta construction, je pense que ça peut être... tu vois, enfin, ça part du principe où ça peut te mettre un gros coup d'arrêt. Ouais. Après, à toi de le prendre et de le construire autrement, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est la pire des choses. Et tu parles de ça, ça t'est déjà arrivé ce genre de... Je l'ai pas eu, mais en fait, je me le mets de moi-même. Parce que je suis quelqu'un qui me remet en cause à chaque fois, tout le temps. Et des fois, tu sors des projets, t'es sur un job, tu rends le truc au client, tu te dis, bah putain, je suis pas sûr à 100% de ce que je fais. Et ça passe. La personne est réceptive en face, c'est cool, ça accepte. Donc c'est positif. Mais des fois, ouais, après, on prend toujours... Enfin, on va reprendre une phrase que j'aime beaucoup, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser, tu vois. Faut savoir prendre des murs pour rebondir et faire un truc et se remettre en question tout le temps. Moi, je pars de ce principe-là. Je suis jamais content et ça me permet de toujours recommencer à zéro chaque jour et de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait hier, faut que je le fasse mieux. Ok. Ouais. Et toi, moi, je pense que c'est ça, hein, clairement, parce que vu qu'on est un peu nos propres patrons, tu vois, même complètement, tu vois, c'est de pouvoir, c'est l'autocritique, tu vois. Ça, c'est quelque chose de compliqué, tu vois, en soi, tu vois, de réussir à se dire ça, tu vois, à s'autocritiquer, à se dire ça, je l'ai mal fait. Puis c'est aussi dur d'être satisfait de soi aussi des fois. Ouais, totalement, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai mal fait, tout exactement. Ça, ouais, clairement. D'être critique en fait sur soi-même, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc d'où l'importance d'avoir une équipe aussi autour de soi. Ouais, d'avoir des gens... je pense, tu vois. Parce que souvent, tu sais, moi j'ai ce retour là de... Enfin, je le vois beaucoup avec les clients qui passent au studio et souvent qui viennent avec un pote ou deux potes ou une meuf, tu vois, et que les autres sont en mode derrière, ouah c'est lourd de ouf, machin, tu vois. Et alors que la réalité c'est pas toujours ça, tu vois. Des fois il y a des choses qui peuvent être perfectibles et je pense que c'est malsain d'avoir un entourage qui ne fait que te saucer, tu vois, et te dire que ce que tu fais c'est lourd, c'est génial, tu vois. C'est important d'avoir des gens justement qui te remettent à ta place. Total. Qui vont te dire quand c'est bien, mais qui vont te dire aussi non, ça c'est éclaté, tu vois, genre ça, fais-le pas. Ben, c'est les gens qui te filtrent en fait. Ouais. Toi, si tu l'as pu, parce que t'es trop dans ton truc, t'es au milieu, c'est bien d'avoir des gens autour qui vont dire attends, fais attention, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien. Que des gens positifs vont dire ouais, c'est lourd, enfin, on n'a pas besoin de ça. Tu progresses jamais en fait avec des gens comme ça, tu vois, c'est important d'avoir des gens qui te. De confiance, et voilà. Puis à l'inverse, hein, des fois, t'es pas satisfait de ce que tu fais. Et puis quelqu'un va te dire mais en fait fais-le, ça tue, tu vois. Bien sûr. Des fois tout seul tu sortirais pas le projet sans quelqu'un pour te pousser, tu vois. Clairement, c'est clair. Et puis tu peux avoir un côté aussi alors moi je sais que je le suis pas trop, mais parce que c'est la manière de fonctionner qu'on a, mais le côté perfectionniste qui fait qu'au final tes projets aboutissent pas en fait, parce que tu veux trop en fait nous on a une manière de fonctionner qui fait que genre la finalité c'est toujours géré par un autre que soi. Ce qui fait que du coup, je peux pas bloquer et me dire non, le morceau il est pas terminé, il y a encore des choses à faire. Quand lui il a dit que mon morceau il est fini, tu vois, c'est fini. Mais t'as des gens qui, je connais plein d'exemples, tu vois, qui sont tellement perfectionnistes, qui travaillent depuis 8 ans sur des albums qui ne les sortent pas. Et ça, c'est souvent des gens on pense à la même personne, tu vois, mais sans le citer parce qu'on l'aime beaucoup. Mais voilà, t'as des gens qui sont super talentueux, mais trop perfectionnistes et qui. Même avec des équipes autour. Même avec des équipes autour, tu vois, même avec des gens bienveillants qui les aident, hein, tu vois, t'as ce côté où ouais, c'est rien n'aboutit parce que tu passes trop de temps à vouloir faire que ton truc soit parfait. Et ça, je pense que c'est un piège aussi, hein, tu vois. Je pense que c'est un piège. On est pas mal.
Donc ouais, d'autres difficultés qui vous viendraient à l'esprit? Après, les difficultés comme tout le reste, hein, les gens autour, la concurrence, le machin, qui fait que, voilà, faut se remettre en question, faut se remettre en place tout le temps et se dire, bah vas-y, crois en toi et fais le truc au max. Même si c'est un échec, c'est pas grave, t'y aller à fond. Jamais regretter. T'as qu'une chance ou tu sais pas comment demain sera fait, donc il faut le faire tout de suite, quoi. Clairement, et puis après les difficultés du milieu, mais on en a déjà parlé, tu vois, c'est le fait qu'il y ait énormément de monde, le fait de devoir se démarquer et tout, tu vois. Faire une bonne communication, quoi. C'est des difficultés, tu vois, c'est plein de difficultés. Aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il est vraiment essentiel de s'entourer d'une vraie équipe, tu vois. Ouais, ça c'est clair. Qui permet, tu vois, d'aller outre ces difficultés, tu vois, pour développer un vrai projet. Tu peux pas tout faire tout seul, de toute façon, c'est pas possible. Faut avoir des gens qui... Enfin, rien que la com, justement, le community manager, c'est un métier à temps plein, tu vois. Tu peux pas faire ton art et faire toute la com aussi. Enfin, ça devient vite compliqué. Ouais. L'importance d'être entouré, ça, de toute façon, on pourra que le redire. Hein, je pense que ça reste le nerf de la guerre, tu vois, pour ce genre de choses. Et poser une question à la con, mais vous imaginez comment, genre, dans l'avenir, tu vois, je vais pas dire dans 10 ans, parce que c'est trop figé, tu vois, mais genre, sur le long terme, vous voyez, genre... continuer dans cette marche d'indépendance et d'essayer de faire ça pendant le plus longtemps possible, ou plus que c'est... Parce qu'on peut le dire, on est quand même relativement jeunes tous autour de la table. Est-ce que vous le voyez comme une passade de quelques années, ou même quelques dizaines d'années, pour au final finir sur autre chose, ou vraiment comme quelque chose de long terme, vraiment? Après, pour moi, l'activité, vu qu'elle est très diversifiée, tu vois, je le vois comme quelque chose sur le très long terme, en soi, tu vois. Après, la musique, vraiment ma musique et tout, c'est quelque chose qui va avoir une fin, forcément, obligé, tu vois. Tu penses de ça, vraiment? Franchement, je me vois pas... peut-être que j'en ferai pour moi et tout, tu vois, mais je pense qu'au bout d'un moment, t'es plus dans le truc, tu vois. Je pense, hein, tu vois. Je sais pas, parce que... Alors... On peut pas comparer le rap parce que le rap c'est une musique qui est trop jeune, donc on n'a pas encore de vieux rappeurs. Mais si tu regardes dans d'autres styles, dans le rock par exemple, on a des mecs qui ont 85 ans et qui sont toujours sur scène et qui sortent des albums, tu vois. Tu commences à avoir des vieux rappeurs. Oui, mais on n'a pas de rappeurs de 85 ans. Tu vois, genre dans 40... Ils y arrivent pas, c'est pour ça. Ouais, bah après... Non, mais je sais pas. Par exemple, si tu prends Snoop Dogg, tu vois, qui est un vieux de la vieille, tu vois. Si tu prends dans 30 ans, tu vois, genre... Moi, je pense que Snoop, il sortira encore des albums dans 30 ans, tu vois. S'il est encore là... Tu vois, je le vois pas dire allez, c'est fini, j'arrête, tu vois, machin, parce que tu prends des gars comme Johnny, tu vois, ou des gars qui ont fait ça jusqu'à vieux, tu vois. Et je sais pas, genre... Regarde, on considère des gens vieux comme IAM, etc. Ils ont 55, 60 piges dans l'équipe. 50, même. Ouais, 50, voilà, tu vois, ils arrivent dans des âges où déjà on se dit putain, ils commencent à être vieux, parce qu'on a grandi avec eux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est déjà des âges, comme tu dis, on n'a pas assez de recul sur ça. Les mecs sont pas si vieux que ça, mais pour nous, c'est déjà des anciens du rap, tu vois. Ouais. Donc... après, on verra comment ça évolue, tu vois. Ouais, moi, je te parle vraiment... Moi, je m'imagine pas... En fait, moi, je pense que si à un moment, j'ai l'impression d'être dépassé, j'arrêterai, tu vois. Et j'espère que les gens autour de moi me le diront, tu vois. Je comprends. Après, tu vois, je pense que tant que tu fais quelque chose avec lequel t'es en phase, tu vois, on disait tout à l'heure sur le côté intégrité, tu vois, je sais pas si t'es sur une fin de carrière à 70 ans, si tu kiffes toujours faire de la musique et que la musique que tu fais, elle te fait toujours kiffer, pourquoi arrêter, tu vois, genre, quelque part, en vrai... Non, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. Et toi, du coup, Max, tu te vois... Ouais, moi, je me vois toujours dedans, mais après, un peu plus différemment, tu vois, par exemple. Des choses que je suis déjà en train de mettre en place pour les années à venir, bosser en équipe. Avoir des gens avec moi de confiance à qui je peux donner du taf, avoir des retours. Et voilà, après, c'est bête, mais quand tu passes un certain âge, c'est un effort physique aussi d'aller courir sur les marais, d'aller courir dans les montagnes, etc. Et je pense que tu peux avoir une autre approche du coup sur ça. De bosser avec des gens, de les former, on va dire, de les aider à augmenter leur potentiel et bosser en équipe. Après, j'ai grandi au milieu de vous tous avec le rap, le hip-hop, où on bosse toujours en équipe. Donc moi, je me vois pas être tout seul sur ce taf-là. Ce taf-là, moi, je veux le vivre en équipe, je veux avoir des grands bureaux, avoir des gens autour, se développer entre nous, enfin grandir et peu importe l'âge que tu auras, parce que tu auras toujours à apprendre sur les technologies, sur les choses qui se passent. Mais voilà, bosser en équipe dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, aller jusqu'au bout, tu vois. Vraiment, après la vie, on verra de quoi demain sera fait, mais vraiment aller au bout, tu vois. Pousser, en fait, je veux pas me dire, ah, j'ai arrêté trop tôt, j'aurais pu. Tu vois, ce frein-là, je me refuse de me le mettre. Et voilà, tu t'entoures de bonnes personnes, tu bosses et tu verras. Tu verras sur quoi tu peux arriver. Le destin est fait pour. On verra.
Faut rester sur cette ligne. C'est une belle vision, moi, c'est une vision que je partage, tu vois, le côté travail en équipe, tu vois. Moi, alors, je te rejoins dans le sens où, moi, je sais que je ferai toujours de la musique parce que j'aime trop ça, tu vois, mais peut-être pas autant la mettre en avant qu'aujourd'hui. C'est ça, tu vois. Mais par contre, moi, je sais qu'il y a un truc qui me fait kiffer, c'est de. Il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est donner du taf aux miens, tu vois. Carrément. C'est genre faire en sorte que, vas-y, une fois que moi j'aurai un peu fait mes armes, mais que le business sera en place depuis longtemps, comme tu dis, former des jeunes, avoir un entourage avec qui tu peux travailler sur des projets, même si c'est travailler différemment, tu vois. Peut-être, là c'est un truc que je fais pas du tout, mais tu vois, peut-être faire de la direction artistique, tu vois, encadrer des jeunes rappeurs qui démarrent, tu vois, et que. Alors nous on sera peut-être plus dans les codes actuels, mais tu vois on aura l'expérience peut-être pour les driver, tu vois, de manière pertinente, et genre ça je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, tu vois, pour. En tout cas moi ça c'est ma vision de l'avenir, tu vois. Je partage vraiment ton point de vue, tu vois, sur le côté travail en équipe, tout ça. Carrément. On est bien. Y a-t-il encore des questions dans le chat ou Combien on est monté de personnes? Dites-moi quand Il y même. a un moment, on était 41. 47. Ah bah 47 même. 47. Ouais, t'as presque. On était pas loin des 50. Pas loin des 50, hein, C'est c'est cool. C'est cool, pour une première ça fait plaisir en tout cas. C'est cool, ouais. Bah si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, je les lirai encore. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Enfin, parce il y en que là, a, mais on y a déjà répondu. Ok, parce que là du coup on est combien à peu près tout de suite là? Là, on est 30. 30? Ok, c'est cool. Et ben, est-ce que vous auriez d'autres choses à dire autour de ce sujet, des choses qu'on n'aurait pas abordées au cours de l'émission, des choses que vous trouvez pertinentes à rajouter par rapport à ça? Moi, un truc, je pense qu'il faut se donner les moyens. Peu importe ce que tu veux faire, artistique, métier, enfin, peu importe ce que tu veux, il faut se donner les moyens. Faut pas attendre que ça vienne des autres. Il y a des rencontres, on en parle depuis le début. Il y a des choses qui se font, tu rencontres des gens qui vont t'aider, qui vont te monter un peu, qui vont te driver, donner des bons conseils. Mais il faut vraiment rien lâcher tout le temps. Peu importe ce qui se passe, peu importe les coups de moule et quoi que ce soit, faut vraiment se dire, vas-y, je veux faire ça. Voilà. Et comme on dit, tu peux te lever à 4 heures, 3 heures, dormir 2 heures, c'est pas grave. Je fais ça parce que j'aime ça, et c'est le meilleur carburant que tu peux te mettre sur toi, et parce que tu te dis, vas-y, je fais ça pour moi, je bosse, et peu importe les échecs ou quoi que ce soit, ce sera positif à la fin. Et puis à partir du moment, je pense, où tu crois en toi, le reste va suivre, parce que les gens vont croire en toi, puisque toi tu vas dégager ce truc là du gars qui croit en son projet, tu vois, et ça va enchaîner que des bonnes choses, je pense. Ouais, je pense que c'est important ce que tu dis, tu vois, le côté motivation, tu vois, pas. Encore une fois, comme on a dit à un moment dans l'émission, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il faut avoir faut avoir les épaules en fait pour porter ce truc là d'indépendance, tu vois, et c'est une pression, clairement, c'est une grosse pression, et puis si t'as pas les contacts au début, tu vois, les choses comme ça peut être compliqué si t'as pas de réseau. Faut avoir de l'audace, je pense, tu vois. Faut pas hésiter à aller voir les gens, à démarcher, à bouger, à aller dans les soirées où il y a du monde, dans les events et tout. C'est les rencontres qui font que tu peux aller plus loin, je pense. Hein. Ouais, et puis quand t'as des périodes où t'as beaucoup de taf, tant mieux. Et tu sais, où tu dors peu, où t'as l'usure physique, mentale, faut avoir cette petite idée qui traîne dans ta tête en disant, vas-y, tu le fais pour toi, et personne viendra t'aider. Même si tu bosses en équipe, quoi que ce soit, le matin, quand t'es devant ta feuille, quand t'es devant ton ordinateur, devant tes gamins sur un atelier d'écriture, t'es tout seul. C'est à toi de le faire, et c'est à toi de donner le maximum pour réussir ton projet, quoi. Vraiment. Et faut pas avoir peur de faire beaucoup d'heures, parce que ah oui, ça c'est sûr. Les gens gagnent un SMIC en faisant un 35 heures, nous on gagne un SMIC en faisant 3 fois ou 4 fois plus. Voilà, c'est ça, donc faut pas, je pense qu'il faut pas être flemmard, et faut pas avoir peur de passer du temps sur ces projets. Faut être vraiment passionné aussi, je pense. Ouais, voilà. Mais après, moi, je sais que personnellement, je compte pas mes heures et je les vois pas défiler, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est des trucs qui nous font, je sais plus, c'est des trucs qui nous font kiffer. Et moi, j'ai jamais vraiment l'impression de bosser, même si de temps en temps, il y a des trucs qui me cassent la tête, tu vois. Forcément, un client qui est relou au studio, ou un atelier avec des gamins qui sont compliqués, et tu te dis, qu'est-ce que je kifferais être à la maison en train de faire du son tout seul, mais ça fait partie du truc, tu vois, et d'un côté ça te permet d'apprécier encore plus les bons moments. C'est ça, du coup, tu relativises sur les périodes dures. Tu vas chercher le bonheur que tu as eu avant, dire vas-y, aujourd'hui c'est un peu plus dur, mais je sais que ça se trouve, on prend l'atelier d'écriture, ces gamins à la fin ils vont être contents, parce que tu vas leur faire enregistrer le morceau, faire le clip, ou quoi que ce soit, et à la fin ils vont voir, ils vont dire ah ouais, trop bien. Ils vont en parler à leurs potes, à leurs parents, ils diront oh, on a fait un truc de fou. Et c'est voilà, ce que tu amènes, même si toi t'es dans la difficulté au moment clé de base, à la fin,
t'as toujours du positif. Ouais, c'est Parce clair. que tu vois le sourire des gamins, tu vois les parents qui sont contents. Enfin, dans mon cas, t'as un client, tu le rends le taf, il est content, il est heureux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Même si t'as passé 30, 50, 10 fois plus d'heures qu'il fallait, tu rends les gens heureux à la fin de ce que tu fais, et c'est tout ce qu'il faut, tu vois. C'est ça qui est beau dans notre métier, tu vois, le côté rendre les gens heureux. Je sais pas comment vous êtes par rapport à ça, mais moi je sais que c'est quelque chose qui me met bien dans ma peau, tu vois, de ouf, de me dire que en fait je suis payé pour créer du contenu pour les gens, tu vois, pour que les gens se divertissent et ça je trouve ça beau, tu vois. J'avais une conversation avec un ami qui a un taf alimentaire, on va dire, tu vois, et qui me disait que ce qui lui déplaît le plus dans son taf, c'est d'avoir l'impression qu'il sert à rien dans la société, tu vois, dans le sens où, en gros, je peux dire très clairement, il est vendeur et il a des objectifs de vente qui fait que on lui pousse à vendre aux gens des choses dont ils ont pas forcément besoin. Okay. Et c'est quelque chose qui le met mal à l'aise parce qu'il me dit, bah tu vois, je suis là et genre en gros mon taf c'est créer des besoins chez des gens qui n'en ont pas, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose qui est relativement beau dans ce qu'on fait, d'apporter, tu vois, le côté. Et je trouve qu'on l'a encore plus ressenti pendant la période Covid, où les gens avaient grave envie de voir des concerts, de voir des pièces de théâtre, d'aller au cinéma, et que les gens étaient vachement à l'affût de ce qui se passait sur Twitch, sur les réseaux, parce que ça les sortait de cette crise, tu vois, qu'on a vécu tous ensemble, et ce côté, où on apporte, on fait chaud au cœur, tu vois, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est ça, tu vois, et je trouve que c'est un moteur de ouf. Enfin, moi personnellement, c'est quelque chose qui me motive de ouf à, comme tu dis, à passer outre les moments, tu vois, qui sont compliqués, qui peuvent être relous, parce que comme tout le monde, on a des moments relous dans notre taf, mais sans les moments relous, tu vois, il y aurait peut-être pas autant de. Bah, t'apprécierais pas autant les bons moments, en fait. c'est ça. Il faut passer par là pour kiffer quand t'as un bon moment, en fait, tout simplement. C'est clair. Question d'équilibre, encore une fois. C'est ça. Ouais, Question d'équilibre. il faut du positif dans ce que tu fais. Tu auras un taf, tu vois les gens heureux, enfin, à la fin, c'est le bonus ultime, quoi. Le remerciement de la personne en face de toi, que ce soit une sortie de concert quand les gens viennent te dire merci, une photo, un machin, quand tu rends un job et les gens sont heureux, il y a rien de mieux, quoi. Tu voulais intervenir? Ouais, je vois qu'il y a une question de Manon sur le chat. Ok. Une question à Max. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir un diplôme dans le milieu, utile ou non, que ce soit pour monter son truc ou bien même si ça peut aider pour être salarié dans une boîte de prod? Dac. Bon, bonjour Manon déjà, on connaît l'histoire. Je sais de quoi tu parles, et en fait j'ai eu des connaissances quand moi j'ai commencé, qu'on fait les écoles de photos, de vidéos, et je vais dire une bêtise, mais de mon souvenir ils étaient 10 dans l'école, et aujourd'hui il y en a 0 qui sont photographes. Et j'en ai d'autres qui ont fait des grosses études et qui ne sont pas du tout dedans. Et moi, le premier, je suis autodidacte. J'ai mangé du YouTube, j'ai mangé des sites, des tutos, des formations sur le web. J'ai 0 diplôme. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on parlait de la numérisation de tout ça. Quand tu arrives devant une boîte de prod, que tu réponds à une offre, les mecs vont voir si tu as le savoir sur les connaissances, on va dire techniques, les logiciels, les prises de son, etc. Mais c'est ton boulot, en fait. C'est comme le musicien, on lui dit, prends une guitare, joue. Et le vidéaste ou le photographe, on dit, montre-moi ce que tu fais. Et je pense qu'aujourd'hui, sur certains cas, où si tu as une idée précise de ce que tu veux faire, on va prendre un point précis, par exemple, pour les études dans la vidéo, le cinéma. Tu veux être assistant de direction sur le cinéma, assistant cadreur, chef op. Ouais, c'est bien de faire les études. Parce qu'il y a une certaine légitimité quand tu rentres dans certaines écoles qui vont t'ouvrir des réseaux. Mais après, moi j'en connais qui sont sur des plateaux où les mecs, ils ont appris sur le tas, quoi. Ils ont appris et puis tu te sors de ton expérience. Donc c'est pour ça on part du même principe où il faut bosser. Il faut bosser, créer par soi-même. Orelsan disait, pour faire un film, il suffit d'une caméra. Aujourd'hui, on a des téléphones. Moi, je vois des films, des amis à moi qui partent en voyage, qui ont un iPhone et un petit drone, et ils font des productions qui sont très cool. Donc aujourd'hui, le diplôme, si tu veux aller dans l'excellence, ça va t'aider. Mais si tu t'énerves et que tu as vraiment envie de faire les choses, tu y arriveras aussi. Moi, 80% de mes potes photographes autour de moi, ou vidéastes, c'est des autodidactes, c'est des gens qui ont appris tout seuls. C'est pas des gens qui ont fait une école ou quoi que ce soit. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on est sur des métiers artistiques, donc tu as des formations via des gens. T'as des structures, des gens qui vont t'aider, tiens, ça je maîtrise pas trop, je vais peut-être me renseigner pour évoluer justement. Et t'es dans cette évolution constante de ton savoir. Mais le diplôme en soi, après c'est mon point de vue, je dirais qu'il sert à rien, parce que tu peux apprendre et tu peux évoluer par toi-même. C'est surtout après, ça. il peut t'ouvrir du réseau, c'est ce que tu disais, quoi. Tu fais une grande école de ciné comme ce qu'il y a sur Paris ou Montpellier, ils vont t'ouvrir beaucoup plus facilement les plateaux.
Mais comme celui qui va faire HEC, comme celui qui va faire les grandes écoles, aura plus de facilité à rentrer dans certaines zones où toi, tu vas mettre 10 ans à rentrer, par exemple. Mais c'est tout. Après, le diplôme en soi, il est important si tu veux vraiment te donner un cursus. Mais si tu veux te mettre ça à côté, devenir sur la débrouille d'une passion, comme nous, on l'a conclu en faisant notre métier aujourd'hui, bah, c'est au courage. C'est juste ça, c'est vraiment au courage et à l'envie de ce que tu veux faire, quoi. Yeah. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que en fait, le diplôme tout seul, non. C'est le diplôme plus, en fait, genre les parcours qu'on a ou que les connaissances qu'on a peuvent avoir en tant qu'autodidacte. Si t'as un diplôme, ça fait que rajouter quelque chose. Mais se contenter juste d'un diplôme, je pense que ça suffit pas. L'école de la vie, tu vois, ça reste le plus important. Tu vois, on apprend sur le terrain, on apprend en faisant, tu vois. Comme tu disais, c'est en se plantant qu'on apprend, tu vois. Et par contre, il y a un truc intéressant aussi que j'ai appris il y a pas longtemps dans le podcast de Kian Kojandi là, où, tu sais, quand on travaille, on cotise, et il y a une partie de ces cotisations qui va dans ce qu'on appelle le droit à la formation. Et du coup, tu peux aller sur ton espace droit à la formation. C'est là, les heures formation. et du coup, alors ça te donne pas de diplôme, mais ça te donne comment ils appellent ça, une accréditation, je crois que c'est ça. C'est une certification. C'est une certification. Et du coup, quand j'ai vu ça, je suis allé voir. Tu vois, et alors moi qui n'ai jamais travaillé autre que j'ai fait 8 mois de taf dans ma vie en dehors de la musique et j'ai quand même 1300 € de cotisation, tu vois. Donc je me dis, quelqu'un qui comme Dachi, tu vois, travaille en CDI depuis plusieurs années, tu vois, il peut avoir des montants beaucoup plus élevés. Et il y a des trucs très intéressants, notamment pour nous, tu vois, par exemple, il y a des formations sur Logic Pro, tu vois, ou des formations pour monter son propre label, tu vois. Et c'est des formations sur une semaine qui coûtent dans les 300-400 €, tu vois, et qui peuvent te permettre de perfectionner, tu vois, certaines choses, dans le sens où, alors nous, il n'y a pas de diplôme pour les rappeurs, mais il y a le diplôme d'ingé son, parce que une grande partie de notre taf, ça reste quand même d'être en studio, de créer de la musique, et pour ça il faut maîtriser les logiciels, maîtriser les techniques, quand tu fais ton équalisation, ta réverbération, tout ça, c'est des choses c'est de la technique pure, tu vois. Et ça rejoint ce que tu disais, nous c'est des choses qu'on a appris, enfin je parle pour toi, mais je suppose que tu es dans le même cas que moi, c'est en autodidacte, en faisant, tu vois. Et du coup voilà, je me dis que des petites formations comme ça, ponctuelles, tu vois, de temps en temps, peuvent venir un petit peu augmenter tes capacités dans certains domaines plus précisément, tu vois. Et il le faut même, je pense. Parce qu'un jour ou l'autre, tu arrives sur un plafond de verre, tu dis c'est bon, je sais faire. Et en fait, en allant, on parle pas des équipes, des gens autour de nous, tu rencontres une autre personne du même métier que toi, et il va t'apporter d'autres choses. Ah, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça. Et c'est là où tu dis, bon, peut-être que j'ai besoin d'une formation pour m'améliorer sur ce point-là. Et du coup, là, les points de formation à ce niveau-là sont pas mal parce que tout le monde les a. Tout le monde les a, faut juste aller voir sur internet, voir le total que tu as emmagasiné, et puis voilà quoi. Et après tu peux être amené à faire toutes les formations. L'avantage c'est que ce n'est pas catalogué sur ton métier actuel par exemple. Oui voilà, c'est ça qui est très bien. Tu peux faire toutes les formations disponibles sur ta région, en France, etc. Oui, c'est ça, tu peux faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ton métier. Si t'es garagiste, tu peux te faire former pour être pilote de drone par exemple. Prothésiste angulaire. Ouais, voilà, bref, plein de choses. Enfin, t'as plein de formations et je trouve ça intéressant d'en parler parce que moi personnellement, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Parce que ça, on nous en parle pas à l'école, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dont on nous parle pas à l'école, mais moi j'étais dans l'ignorance totale de ce truc avant de le voir grâce à Kian Kojandi, quoi, tu vois. Et il a fallu attendre mes 27 ans pour que j'apprenne que j'ai 1300 € sur un compte que je peux me servir pour me faire former et avoir un papier à la fin qui me donne une légitimité dans le truc que j'ai fait, tu vois. Et du coup je trouve que c'est intéressant de le préciser et je voulais juste rajouter un truc sur le côté diplôme. Moi j'ai l'impression que les gens qui sortent des écoles sont performants dans leur travail mais qu'ils ont tous la même touche qui est très scolaire entre guillemets, tu vois. Mais tu vois, genre on parlait des gens qu'il y a autour de nous, on parlait de Nico qui est voilà sur le plateau, toi les équipes avec qui tu bosses en termes de vidéastes, tu vois, je trouve que chacun a sa propre identité et maintenant que c'est des gens que je connais, t'as pas besoin de me dire qui a fait le clip, tu vois, tu me montres le clip, je dis ah ça c'est Nico qui l'a fait, ça c'est Mathieu Ribeiro, voilà, je vais direct capter et alors que des fois tu vois les gens qui sortent de diplôme ont un peu tous cette même couleur, si je puis dire. Ouais, bah de toute façon ils sont formatés dans un truc. Et après, à partir de ça, ils peuvent créer leur identité, quoi. Mais, totalement, mais le socle on en revient à cette histoire de diplôme en fait. T'as une base c'est une base générale. Qu'on te crée. Mais après, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu veux garder cette base, l'améliorer, rester dessus,
ça me suffit, ou est-ce que tu veux vraiment évoluer en disant bah attends, ça moi je préfère faire comme ça, je le fais. Que les personnes comme moi qui ont appris tout seul, tu dis bah ouais, la base elle n'existe pas, donc c'est toi qui te fais ton chemin pour arriver à ce que tu veux. Vraiment, donc après c'est un ressenti des approches unique. différentes. Ouais, carrément. Bien. Sacrée question là. Ouais. Là Manon, hein, elle a fait le taf. Ouais, Manon, elle a posé une question pertinente. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est un truc dont on n'avait pas pensé, tu vois, le côté diplôme, tout ça, et du coup, c'est intéressant de l'aborder, tu vois. S'il y a plus de questions dans le chat, sauf s'il y en a encore. Non, je vois pas d'autres questions pour l'instant. On peut peut-être passer à la suite. Juste avant qu'on passe à la prochaine étape de l'émission, je voulais faire une petite pause pour faire une dédicace à Topaz, qui est un des graffeurs de Supreme Legacy, et c'est lui qui nous a fourni les toiles que vous voyez dans le décor. John, si jamais tu peux envoyer le petit Instagram de Topaz, voilà, allez checker son travail sur Insta, c'est un mec talentueux, comme tous les mecs de Supreme Legacy, j'ai envie de dire. Et vous verrez, ce décor va changer de temps en temps puisqu'on a plusieurs graffeurs dans l'équipe et du coup ces différents graffeurs vont nous fournir des toiles pour chaque émission, histoire que le décor ne soit pas figé et que ça change un petit peu de décor. Donc voilà, big up à Topaz si tu nous regardes. Et du coup je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. On va passer à la chronique qui clôture l'émission, qui est la playlist de la semaine. Playlist de la semaine, petite animation, let's go! Donc pour la playlist de la semaine, on va présenter chacun un album classique et notre album du moment. Du coup moi, en album classique, j'ai choisi un album de Nate Dogg. J'aurais pu prendre G-Funk Classic Volume 1 ou Volume 2, mais j'ai choisi Music Enemy. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement, cet album. Je pense que c'est un des albums qui m'a le plus influencé, avec ce côté très G-Funk et puis la voix de Nate Dogg, quoi. C'est une légende. Hein, c'est ça, les feats sur ce... Toi, t'écoutes pas de rap américain, mais t'as écouté du Nate Dogg quand même un peu ou... Ouais. si, en vrai, je connais Nate Dogg, ouais. Ok. Ça, et puis sur... j'ai pas écouté genre les albums en entier et tout, tu vois, mais j'ai écouté. J'ai sans doute écouté plus des feats même que des... Ouais, parce que c'est bien un mec des refrains, hein, Nate Dogg. Ouais, clairement. Sur beaucoup de gros albums. Mais cet album, ouais, vraiment, avec des feats comme Ludacris, Dr. Dre, Snoop Dogg... Exhibit, il y a du monde sur cet album, quoi. Gros casting. Et pour mon album du moment, j'ai choisi Swing, l'album de Swing, Alt F4. L'album qu'il a sorti il y a un an et demi, un truc comme ça. La cover est belle. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup. L'album est cool. C'est un peu boom bap, mais en même temps chanté. C'est un mélange assez. Tu trouves que c'est boom bap ? Il y a un côté boom bap, enfin dans les instrus des fois. Ok. Je trouve. Mais oui, non, c'est clairement pas c'est plus actuel, tu vois. Ouais. Mais ouais, je sais pas, j'aime beaucoup, je vous le conseille en tout cas. Ouais, c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Tu connais Max Du tout. Il fait partie de l'or du commun. C'était si je dis pas de bêtises, c'était le groupe de Romeo Elvis. Il était dans ce groupe ou pas vraiment, mais okay. Il gravitait beaucoup autour du groupe, il faisait des concerts avec eux et tout. Ok. Et je crois que c'est le seul morceau d'Angel que j'ai saigné, parce qu'il y a un feat avec Angel sur ce morceau là. Et sur cet album pardon, et le morceau est assez incroyable, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il est très lourd. Très bel album. Du coup, Tite, toi, qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors moi, en album classique, j'ai choisi 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Tout simplement parce que cet album, il est sorti quand je suis rentré au collège, à peu près. Ça doit être dans ma période de 6ème, dans ces eaux-là, quoi. Et pour moi, c'est ça qui m'ouvre sur le rap américain. Parce que avant de rentrer au collège, je pense que je suis un peu comme tous les gamins de l'époque. J'écoute ce que mes parents écoutent, ce qui passe à la télé sur M6 le matin avant d'aller à l'école. Et je rentre au collège, je découvre Imul. Voilà. pour les anciens, je découvre Imul et du coup 50 Cent, voilà, c'est vraiment une porte ouverte pour moi pour le rap américain, et c'est ça qui m'a fait vraiment me plonger dans ce game là. Donc t'as volé l'album.
Avec Imul. Ouais, non, Félicitations. faut pas le dire, mais je l'ai acheté cet album, mais plusieurs années après, peut-être 4-5 ans après, j'ai acheté l'album, mais je l'ai acheté quand même. Et du coup, moi, c'est cet album-là qui me fait découvrir plein d'artistes, notamment Eminem, alors que c'est Eminem qui lance 50, mais moi perso, je connaissais pas Eminem avant, et en fait, ça m'ouvre à tout ce qui est la scène rap. Genre, je découvre Tupac après cet album, je découvre Exhibit, je découvre The Game et tous ces classiques que j'ai saignés. Et du coup, voilà, c'est un album qui est important pour moi, que je kiffe beaucoup. Et il y a un feat avec Nate Dogg sur 21 Question qui est incroyable. Je crois que c'est un des... Ouais, tout est lié. C'est un des morceaux que je préfère en plus sur l'album, donc voilà. Et pour l'album du moment, j'ai choisi Nemir Aura. C'est un projet qui est sorti il y a quelques mois, je dirais peut-être avant l'été, un truc comme ça, là, il y a pas longtemps, avril-mai ou un truc comme ça. Incroyable. Et Nemir, moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis le début. Je l'ai découvert quand il a gagné Buzz Booster, on en parlait tout à l'heure, et il avait gagné Buzz Booster, et depuis cette époque-là, j'ai saigné tous ses projets, et pour le coup, je trouve que celui-là, c'est un sans faute. Il n'y a aucun titre que je zappe, et ça, c'est très rare pour moi sur un album de zapper aucun titre. Et en fait, il est très summer vibes cet album, et du coup, ça a été mon album de l'été, tu vois. On a eu un été de merde parce qu'il a pas fait beau, mais le côté soleil, je l'ai retrouvé, tu vois, dans l'album de Nemir, et du coup, je suis encore bloqué là-dessus. J'écoute encore ça là depuis avant l'été, et voilà, c'est le truc que je saigne en ce moment. Voilà mes albums. Ok. Mais de rien. À ton tour, mon vieux. À mon tour, let's go. Moi, mon album classique, j'ai pris I Am, l'école du micro d'argent. Parce que c'est le premier album que j'ai réellement écouté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que l'école du micro sans argent. Ah, il est parti sur un remix. C'est pas celui-là mon album classique. Qui nous a fait ça ? Ah, je sais pas, mais lourd. Le détournement était drôle, tu vois. C'est un anti-I Am. Ouais, j'ai choisi cet album-là parce que moi, quand j'ai commencé le rap, quand j'ai commencé à écouter vraiment du rap, en vrai, j'ai commencé à écouter du rap il y a très longtemps avec MC Solar en premier. Mais le premier album que j'ai le plus saigné et qui m'a donné envie de faire du rap, c'était cet album-là, quoi. L'école du micro d'argent. Pareil, tous les titres, je les trouvais très très chauds. Et je le trouve encore très très chaud d'ailleurs. Mais c'est le premier album qui m'a donné envie de faire du rap. Toutes les instrus, je les trouvais incroyables. Tous les morceaux, il y en avait aucun que je zappais. Et ça reste un des premiers albums classiques que j'ai écouté pendant de nombreuses années, quoi. Et je pense que c'est le classique de beaucoup de gens en plus, cet album. Il est très, très souvent cité comme une référence. Ouais. Moi, c'est mon plus gros classique. On va voir la vraie pochette ou pas ? J'attends. Est-ce qu'on aura la vraie pochette ? Ouais, sinon tant pis, de toute façon les gens savent qui est I Am. On la connaît. Let's go. Enfin, à part Kobalade, mais tout le monde sait qui est I Am sinon. Sauvetage de qualité. Bien vu. Big up à John, notre technicien en chef, qui a géré ça. Et j'ai eu la chance de faire la première partie d'I Am juste avant le Covid. C'est vrai. Ouais. C'était très bien d'ailleurs. Moi j'étais dans le public, c'était très très cool. Merci. C'était très très cool. Merci, c'était un honneur de ouf, comme je dis, tu vois, c'était l'album qui m'a vraiment amené au rap, à faire du rap en tout cas, donc c'était un peu une consécration de faire leur première partie. Ouais, c'était lourd de ouf. Et puis de les rencontrer, on a passé un petit moment avec eux en loge et tout, c'était très chaud. Très très chaud. Yes, et après, en album du moment, j'ai choisi Bécard, Mira. Bécard, c'est un artiste, ça fait pas longtemps qu'il est un peu sur le devant de la scène. Et c'est un gars de Roubaix. Et je kiffe de ouf. Je trouve que c'est un artiste hyper complet en fait. Qui a le fond, la forme, il sait kicker, il sait chanter, il a de la mélo et tout. Et donc cet album-là, il y a un peu de tout dessus. C'est 9 titres, je crois. Et j'ai vraiment vraiment accroché. J'ai beaucoup aimé, du coup je l'ai écouté parce que tu m'as dit de l'écouter il y a quelques temps. Et je connaissais pas du tout et je l'ai trouvé très très cool aussi cet album. Ouais, je kiffe vraiment. Très chaud. Ok. Eh bien merci. Avec plaisir, monsieur. De qualité. Du coup, c'est à moi, là. Et du coup, c'est à toi maintenant. Il reste que toi. La pression est sur tes épaules. Non, mais en fait, je sais que je venais qu'avec des rappeurs. Donc, du coup, j'ai pris un album classique français, tu vois. Un truc bien. J'ai pris Renaud, en fait. C'est Les Amoureux de Paname. Yes, et j'ai une maman qui a beaucoup écouté Renaud. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Et quand tu taffes, quand t'es sur de la photo ou quoi que ce soit, tu te mets un petit album de Renaud derrière. Et il y a des messages qui sont encore tellement actuels aujourd'hui. Sur cet album, on a Hexagone, par exemple, qui
qui est révélateur un peu de son état d'esprit et de l'état d'esprit. Je pense que si elle passait encore aujourd'hui, elle serait écoutée et analysée comme il faut, tu vois. Donc vraiment, c'est un de mes classiques. Il y en a tellement d'autres, mais je voulais me démarquer un peu et pas mettre un album rap parce que c'est pareil. Hein. J'aurais pu mettre du Salif, j'aurais pu mettre plein de choses avec lesquelles j'ai grandi dans les oreilles et voilà quoi. Mais ça reste lié quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire que Renaud c'était le premier rappeur, machin. Exactement. Et je pense que c'est un artiste qui a beaucoup influencé. Sur les textes, tu peux y aller. Hein. Ouais. Tu mets ça à le goût du jour avec des rappeurs actuels, ça peut passer, tu vois. Sur le fait d'énonciation, sur le fait un peu de dire ce qu'il pense en fait, tout simplement. Il l'a vraiment fait pendant des années, ça lui a coûté certaines choses, tu vois, mais c'est vrai que voilà, pour moi, c'est plus que l'album, c'est le chanteur en lui-même qui est vraiment un classique et qui est un monument en nous, tu vois. Et pour le coup, tout à l'heure, on parlait de faire des carrières longues. Là, pour le coup, je trouve que c'est un mauvais exemple avec Renaud parce que j'aime beaucoup Renaud aussi, mais je trouve que. Il a un certain vice qui lui joue des gros tours. Ouais, je trouve que les dernières choses sont pas. Quand la clope et l'alcool deviennent un rituel plus que démentiel chaque jour, faut le payer, quoi. Oui, forcément. Donc voilà. Et après, sur l'album du moment, du coup, j'ai mis Fianso parce que j'aime bien le délire, j'aime bien le personnage. La cover est faite par monsieur David Delaplace. Si vous suivez pas, faut foncer. C'est un des meilleurs photographes rap de France avec Fifou. Et donc voilà. Puis il y a des morceaux qui sont vraiment bien pour bouger la tête, pour se promener, pour écouter quand on marche, quand on bosse. Vraiment, ouais, polyvalent de fou. On a beaucoup parlé de Fianso aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Et c'est le personnage actuel de fou. Hein. Ouais, mais avec clairement. tout ce qu'il fait, avec tout ce qui monte. Vraiment, quoi. Donc voilà, monsieur. Très bien, Merci, très bien. Bah, vous pouvez retrouver la playlist d'ailleurs sur Deezer et Apple Music, bientôt sur Spotify en tapant. Bah, je vois que les liens sont dans le chat, donc. Ouais. Et on fera ça à chaque émission. On créera une petite playlist avec les 8 albums qui auront été choisis à chaque fois. Et comme ça, s'il y a des albums que vous connaissez pas, et allez découvrir ça. Tea Time numéro 1, du coup, puisque c'est la première. Et voilà quoi. On va clôturer là-dessus, je pense, tranquillement. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette première, parce que c'était à toi, merci à vous. Un peu un pari risqué. Voilà, on se lançait dans le truc, on savait pas trop à quoi ça allait ressembler, donc c'est cool d'avoir été audacieux d'être les premiers, parce que ceux après pourront savoir à quoi s'attendre. C'est trop facile. Après. Alors que vous étiez dans l'inconnu. Nous, donc on est les premiers. Donc c'était cool. Puis merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a presque fait nos 50. Hein. On était pas loin. On essaiera de les faire sur la prochaine. Sachant que le prochain stream, c'est le 28 septembre, donc dans 2 semaines, avec l'ami HEO. Je te laisse peut-être redire un petit mot sur ton émission pour ceux qui auraient pas suivi. On passe à la messe, c'est une émission où on invite un rappeur ou quelqu'un qui vient nous présenter son projet, où on va discuter tranquillement en jouant aux cartes. Ensuite, une partie freestyle et on finit par plusieurs matchs de FIFA. Voilà, en gros. Et le prochain invité, du coup, c'est PES, P-E-S-S, le 28. Très bien, très bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux Supreme Legacy, donc Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. On mettra aussi les replays de nos émissions au bout d'un petit moment sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'auraient pas pu voir l'émission en live ou ceux qui sont pas trop encore familiers avec la plateforme Twitch. Et puis voilà, un petit mot de fin pour conclure Merci. Ouais, merci, voilà. Merci à tous ceux qui étaient là. Qui a gagné le premier jeu. Ouais, voilà, on félicite encore HEO, notre premier champion de Tea Time. Et passez une excellente soirée. On se revoit dans 1 mois pour notre part, dans 2 semaines pour HEO. Et merci encore d'avoir été avec nous. Peace. Bisous.